On va ouvrir notre séance de ce soir, pendant laquelle on va parler d'international. C'est un sujet qu'on a souvent évoqué dans nos travaux, notamment autour du projet de territoire à 2030. Et en même temps, on en a beaucoup parlé et sans vraiment savoir où en est Nantes de ce point de vue-là. Donc on a quand même dans les propositions qu'on a formulées pour 2030 cette notion ou ce concept de métropole des liens qu'on a mis en avant avec cette idée que sans doute les réseaux sont plus importants que le poids démographique et que la puissance d'un territoire, enfin d'une métropole en particulier, se mesure ou se mesurera plus par rapport à ces réseaux qu'elle aura développés sur la planète que simplement par son poids démographique. Le Conseil a aussi, dans le document projet à 2030, indiqué qu'il fallait, de son point de vue, mettre l'international non seulement dans les faits, mais aussi dans les têtes, et pas seulement dans les têtes des chercheurs ou des entrepreneurs, mais aussi dans la tête des citoyens, parce que c'est seulement à partir de ce moment-là que peut-être on se sentira dans une ville internationale. Et donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. De son côté, ça c'était nos travaux, mais de son côté, la métropole a, elle, conduit une réflexion sur ce sujet qui a abouti, entre autres, à la création de l'agence internationale Nantes-Saint-Nazaire, il y a à peu près un an, c'était l'été dernier. Donc agence dirigée par notre invité d'aujourd'hui, Christophe Lebray. Il va nous dire ce que sont les missions de cette agence, ses moyens, ses actions. Il y a évidemment beaucoup de questions autour de l'image internationale de Nantes et sur son rayonnement. On voit bien que toutes les villes cherchent à se positionner d'une manière différente, cherchent à être perçues comme uniques pour être à la fois visibles des investisseurs et des nouveaux citoyens, et notamment de cette fameuse classe créative que tous les grands centres urbains cherchent à attirer. Alors, quelle est la position de la métropole nantaise dans cette compétition internationale? Quels sont ses atouts ou ses handicaps en même temps? Les Nantais sont-ils internationaux? Autant de questions que l'agence internationale forcément se pose et pour lesquelles elle doit chercher des réponses adaptées. Il y a eu des outils mis en œuvre. Le territoire s'est doté d'une signature. Je pense que Christophe nous en parlera. Mais au-delà de ça, on souhaite avec lui faire le point sur cette stratégie internationale et en débattre entre nous. On va faire comme d'habitude. On va lui demander de nous faire une présentation, je sais pas, d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis ensuite, on passera au jeu de questions-réponses habituel. D'abord, je vais le remercier d'avoir accepté notre invitation et je vais lui passer tout de suite la parole. Merci, merci Philippe. Avec le fil, je pense que... Merci Philippe. Alors, par contre, il faut que je le branche, lui. Voilà, ça doit être ça. Oui? Non? Bon, alors écoute, on va... Tiens. Un, deux. C'est bon? C'est bon. Il faut parler tout près. Voilà. Vous entendez? C'est mieux? C'est bon. Bon. Peut-être un mot d'introduction sur mon parcours pour vous expliquer un tout petit peu, quand on parle de l'international, il se trouve que j'ai effectivement un tout petit peu d'expérience. J'ai passé 25 ans de ma vie à travailler pour des grands groupes multinationaux. J'ai commencé à travailler chez Nestlé pendant 18 ans, où j'ai été au Japon, en Indonésie, en Malaisie et en République tchèque. Et puis, j'ai après assuré la direction générale du marketing du groupe Carrefour pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai été directeur général de l'Europe de l'Ouest, d'un groupe allemand qui s'appelle Melita, qui fait des filtres à café, des cafetières, etc. Et en fait, au bout de ces 25 ans, et après avoir été malheureusement confronté à des problèmes de licenciement et de fermeture d'usines, je me suis en fait intéressé au développement territorial, en me disant ce qui doit travailler nos esprits en France, c'est de faire en sorte que nos régions soient attirantes pour que justement
quand on se retrouve dans une situation où on doit fermer des établissements pour X raisons, que quand on met les gens dehors, on ne se les retrouve pas dans des situations dramatiques. Et donc, j'ai monté un cabinet de réflexion et d'accompagnement des territoires sur la notion de promotion des territoires. Philippe faisait allusion à ces notions de marque. Moi, étant d'abord et avant tout un homme de marketing, j'ai en fait cherché à voir comment on pouvait transposer un certain nombre d'expériences sur des marques internationales pour les mettre au service des territoires. Et donc, j'ai intégré l'équipe, j'ai contribué à la création de cette agence internationale il y a maintenant un peu plus d'1 an, ce qui fait qu'on se retrouve avec une année d'expérience où on partait de zéro, puisqu'il fallait tout créer, et où maintenant on en sait un tout petit peu plus, et en tout cas, on est capable, au bout d'une année, de voir ce qui a marché et sur les points sur lesquels il faut qu'on s'améliore. Alors, la présentation que je vais vous faire, il y a des tas de choses que vous allez connaître, mais c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul et de savoir exactement de quoi on parle. Je commence toujours par cette description quand je présente le territoire en disant, en fait, la réflexion qui a été en cours à la fois à Nantes et à Saint-Nazaire, c'était de dire il faut qu'on travaille sur une métropole, sur un territoire métropolitain. Et ce territoire métropolitain, je le montre toujours comme ça, que ce soit d'ailleurs aux Français ou aux étrangers, pour dire, en fait, on est capable d'avoir un territoire métropolitain alors que l'on a 2 entités administratives qui sont différentes. Mais en fait, le lien qu'est la Loire, qu'est l'estuaire, qui relie ces 2 territoires, font qu'il y a suffisamment de points communs pour que les 2 maires, en l'occurrence, ou anciens maires, si on peut dire, aient décidé d'unir leurs réflexions pour arriver à des outils communs. Alors, ces chiffres, vous les connaissez évidemment aussi bien que moi. Qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt ? Ils ont comme intérêt de montrer que la métropole de Nantes-Saint-Nazaire, c'est une métropole de ce que j'appelle la 3e catégorie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une grande capitale, nous ne sommes pas une capitale, nous ne sommes pas non plus une grande métropole européenne. Nous sommes en France quasiment le seul grand pays à ne pas avoir de métropole régionale au-dessus des 2 millions d'habitants. On n'a d'ailleurs aucune métropole en dehors de Lyon qui peut-être va l'atteindre avec sa réorganisation, mais nous n'avons pas en France de grandes métropoles comme il peut y en avoir en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. Donc nous sommes dans la 3e catégorie des métropoles régionales en dessous du million d'habitants, avec forcément un certain nombre de points positifs qui nous permettent de ne pas être non plus complexés par notre taille. Et ça, c'est un élément qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que dans les réflexions internationales, certes, le poids démographique est important, mais il y a tout le reste qui nous aide à jouer un rôle important dans l'environnement. Alors, vous savez que quand on commence à travailler sur des territoires, en fait, on s'intéresse à cette identité. Qu'est-ce qui fait que les gens dans un même territoire partagent des idées communes et arrivent du coup à créer cette notion d'identité? Alors la chose qui est intéressante, c'est que ces 2 villes ont toujours été tournées vers la mer, que cette notion d'échanges commerciaux, c'est vraiment très fortement ancré dans les gènes du territoire, et que malgré ça, on est aujourd'hui un peu à l'écart des grands flux européens nord-sud, on est un peu excentré, on a toujours été habitué à être tourné vers le grand large, mais effectivement, nous sommes aujourd'hui un peu considérés sur le côté par rapport à cet axe nord-sud. Le deuxième élément qui est important, c'est cette notion de choc que le territoire a pu avoir, des chocs destructeurs comme Saint-Nazaire, destruction de Saint-Nazaire à quasiment 90% pendant la guerre, c'est quand même terrible. Ça fait un peu penser à un autre territoire où j'avais travaillé qui est Le Havre. Ça fait partie de ces villes qu'il a fallu complètement repenser et reconstruire. Et puis le deuxième choc traumatisant, c'est plus particulièrement à Nantes, la fermeture des chantiers navals. Parce que là, effectivement, c'est un choc destructeur, pas de la même manière, mais un choc très déstabilisant pour un territoire. Et ça, ces chocs, cette ouverture vers l'international, ou en tout cas vers le grand large, ça nous a amené à identifier 3 points, 3 valeurs
qui sont véritablement les valeurs communes de ces deux villes et qui nous ont permis de construire ce qu'on appelle un peu le positionnement du territoire, le socle sur lequel l'ensemble de la communication et l'ensemble des grandes actions se développent. 3 valeurs dont la première, c'est ce que nous avons appelé cet esprit créatif, audacieux, décalé. Alors, ça va vous paraître être un peu une bouteille à l'encre. Tout le monde dit qu'il est innovant, tout le monde dit qu'il est créatif. Oui, mais il y a une chose qui est assez particulière ici, justement, c'est cette notion d'audace. C'est-à-dire que, et ça pour moi c'est très... L'explication, elle vient du fait que l'on est un pays de marins. Qu'est-ce que c'est qu'un marin? C'est quelqu'un qui part avec l'argent des autres. C'est l'armateur qui a payé le bateau et qui lui dit bah, tu pars et puis tu vas me rapporter de quoi gagner notre vie. Donc on fait confiance à quelqu'un qui va loin, on le laisse partir avec un bateau et on lui dit bah, débrouille-toi. Et en fait on a ici cette notion d'audace, de confiance, d'esprit un peu créatif. Alors l'exemple absolument traditionnel c'est l'éléphant, mais c'est vrai qu'au-delà de l'éléphant, il y a beaucoup d'exemples, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de la création artistique, culturelle, où on fait des choses qui interpellent. Pour voyager pas mal en ce moment, je me rends compte par exemple à quel point la notion du voyage à Nantes, la notion de l'estuaire, cette biennale de l'estuaire, interpelle à l'international. On dit mais c'est quand même quelque chose de différent. Donc évidemment la culture c'est ce qui permet d'être le plus émergent au niveau d'une image internationale, mais ça va bien au-delà de la culture. Donc ce premier élément, cette première valeur de surprise, de créativité, est un élément très différenciant par rapport aux autres. La deuxième valeur, c'est ce que nous avons appelé le développement maîtrisé, c'est-à-dire cette notion en permanence de juger le développement de la métropole en faisant en sorte de préserver la qualité de la vie. Je peux vous dire que pour avoir travaillé dans un certain nombre de territoires, à chaque fois, dès que vous dépassez le périphérique parisien, vous vous retrouvez sur des territoires qui disent « Ah, moi, j'ai une qualité de vie extraordinaire ». Tout le monde, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde prétend avoir une qualité de vie extraordinaire. Ce qui est ici intéressant, c'est que on est dans un territoire en développement, ça tout le monde ne peut pas le dire, et cette notion de développement, elle est en permanence mise en face de la notion de protection de la qualité de la vie. Et je peux vous dire que, par exemple, le fait d'avoir gagné, si je puis dire, le label Capitale Verte en 2013, nous sommes la première ville européenne, première ville française, première, on va dire, métropole française à avoir ce label européen, je peux vous dire qu'à l'international, c'est extrêmement valorisant. Et c'est extrêmement valorisant parce que les gens savent que ce label, il repose sur des vraies valeurs qui sont donc tout à fait concrètes. Donc cette notion de croissance et de protection de la qualité de la vie, c'est le deuxième pied que l'on considère comme extrêmement intéressant sur le territoire. Et puis le troisième, alors Philippe l'évoquait tout à l'heure, c'est la notion de réseau, c'est la notion du faire ensemble, c'est la notion du projet à l'œuvre. Les liens à l'œuvre sont... Alors, ce n'est pas caractéristique de Nantes, c'est l'Ouest en particulier, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la Bretagne, on retrouve la même chose. Mais il y a ici cette notion de maillage, cette notion de réseau, cette notion de volonté de partage. Quand on a un objectif en commun, eh bien, on se met assez facilement autour de la table pour le faire avancer. Voilà. Ça, ces éléments-là sont des éléments qui ont été travaillés avant que l'agence n'existe, mais qui nous ont paru être des éléments extrêmement importants sur lesquels on est capable de construire une stratégie et une communication. Alors cette stratégie, en fait, elle démarre d'un constat qui est de dire aujourd'hui, nous avons la nécessité d'être repérés à l'international. On ne peut pas se permettre de ne pas être sur l'écran radar international. Donc, vous savez l'histoire, 2008, cette prise de décision sur la dimension internationale doit représenter un élément important du travail des équipes.
que l'acte fort, c'est vraiment ces deux villes, Nantes et Saint-Nazaire, qui décident de créer ensemble un outil de promotion, cette agence internationale. Nous sommes le seul exemple en France aujourd'hui de collaboration entre deux villes qui ont décidé de se doter d'un outil commun, avec en plus la participation de la Chambre de commerce. Alors, la participation de la Chambre de commerce avec une métropole ou avec une région, c'est assez classique. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est d'avoir deux villes qui décident ensemble de se lier pour faire cette promotion à l'international. Et cette promotion à l'international, nous l'avons résumée dans une formule qui est de dire, en fait, l'objectif, c'est de développer la réputation de la métropole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réputation ? Eh bien, c'est la combinaison de trois éléments dans l'ordre. D'abord, la notoriété. Si vous n'êtes pas connu, il n'y a aucune chance que vous ayez quoi que ce soit comme réputation. Ensuite, il faut que cette notoriété soit accompagnée d'images, parce qu'on peut être très connu et avoir une image catastrophique. Si je vous cite Tchernobyl, ce n'est pas forcément là où vous irez passer vos vacances. C'est hyper connu, mais l'image n'est pas bonne. Et justement, la troisième notion, c'est l'empathie. C'est-à-dire que je dois être connu, je dois avoir une image qui me permette d'intéresser des gens pour venir jusque chez moi. Donc cette notion de réputation nous fait travailler en permanence sur ces trois volets de notoriété, d'image et d'empathie. Aujourd'hui, clairement, la notoriété de Nantes, et son image, on va dire la réputation globale de Nantes sur le territoire métropolitain français, elle n'est plus à faire. Il suffit de regarder les classements, on apparaît systématiquement dans de bonnes conditions. On est, je dirais, relativement bien placé dans les métropoles européennes. En Europe, on nous repère relativement bien, le grand pays européen, on va dire. Alors par contre, dès qu'on dépasse le grand périphérique européen, alors là, nous disparaissons complètement des écrans radars. Si vous voyagez certainement vous-même, quand vous vous inscrivez à l'hôtel et que vous dites que vous venez de Nantes, il y a beaucoup d'endroits où on n'a absolument aucune idée de ce que c'est que cette ville. Donc, les objectifs opérationnels que l'on a donnés à l'agence, en fait, il y en a 4. C'est d'abord la notion de développement de la prospection des talents. En fait, les talents, c'est très large. C'est à la fois ces investisseurs internationaux, c'est aussi les chercheurs, c'est aussi les étudiants étrangers. Tous ces gens qui, à un moment, peuvent se poser la question de se dire qu'est-ce que je pourrais aller faire si je veux aller à l'international, où est-ce que je pourrais aller ? Donc, le premier volet de notre travail, c'est la mise en œuvre de cette prospection de talents. Le deuxième volet, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces fameux talents, encore une fois quels qu'ils soient, c'est de renforcer la promotion économique. Parce que c'est bien joli d'avoir une bonne image, mais il faut qu'à la fin, ça se traduise par quelque chose, par des éléments un peu sonnants et trébuchants. Donc, renforcer la promotion économique à l'international. Le troisième volet, c'est une évidence, accroître cette visibilité internationale. Et puis, on a un quatrième volet qui est aussi assez original dans la démarche, c'est que nos créateurs, nos fondateurs, ont considéré que l'accueil professionnel international était un élément qui devait contribuer à cette notion de notoriété et d'image. En clair, c'est l'organisation de tous les congrès internationaux. Alors, on ne nous demande pas d'organiser les congrès internationaux, on nous demande en fait de travailler sur l'accueil professionnel et la fédération des offres de services. C'est-à-dire que par rapport à d'autres villes, nous ne sommes pas une centrale de réservation, nous ne faisons pas de commerce, notre vocation n'est pas du tout de vendre la destination. Notre vocation est de faire en sorte que les acteurs qui interviennent sur le territoire dans cette filière professionnelle s'organisent pour que nous ayons une bonne visibilité à l'international. Donc voilà les 4 objectifs que l'on nous a attribués. Et donc, pour ça, on a un mode de fonctionnement qui est lui aussi assez original, c'est-à-dire que nous agissons en transversal sur l'ensemble de tous les acteurs opérationnels, on va dire tous les acteurs de la métropole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que
je l'ai dit, les talents, ils sont dans divers endroits, puisque ça peut être des talents économiques ou des talents culturels. Et on sait très bien que la notoriété d'un territoire, elle va passer par des éléments qui ne sont pas forcément en premier lieu des éléments économiques. Encore une fois, par exemple, la dimension culturelle est très fortement contributrice d'image à l'international, parfois même avant des éléments économiques. Pourquoi ? Parce que les éléments économiques sont souvent des éléments qui sont connus plutôt par des initiés, alors que la partie culturelle, c'est celle que l'on va voir le plus dans les médias. Donc, cette notion de transversalité, cette notion d'identification de tous les acteurs pour faire en sorte que, en les fédérant, on soit plus fort, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que nous puissions fédérer l'ensemble, un peu comme un très gros écran radar, si vous voulez. Nous avons un balayage permanent de ce qui se passe partout sur la métropole, dans tous les domaines, la métropole étant Nantes et Saint-Nazaire, et puis de faire en sorte que, quand on repère des éléments intéressants, nous travaillions dessus pour améliorer cette visibilité à l'étranger. Et puis le troisième volet, forcément, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites sur le territoire, tant au niveau des acteurs de la métropole, mais même à l'extérieur, et en particulier de la région. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une liaison permanente avec les outils de la région, mais je ne dirais pas uniquement les outils de la région, les outils de la métropole aussi, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils, que ce soit la Chambre de commerce internationale, les pôles de compétitivité, les technopoles, etc. Tous ces gens-là travaillent déjà à l'international. Donc, comment peut-on faire pour apporter une valeur supplémentaire ? Là, je peux vous dire, puisque ça date de la semaine dernière, j'ai accompagné la mission de Jacques Oxiette en Chine pour l'ouverture du bureau de Pékin. J'étais effectivement avec eux pour leur apporter modestement une contribution supplémentaire, en particulier sur cette notion de, par exemple, communication avec les réseaux sociaux en Chine, puisque c'est un élément sur lequel nous travaillons en ce moment et qu'eux ne le font pas. Donc, il y a la nécessité de contribuer, de se tenir au courant de qui fait quoi, et puis après de se répartir les rôles, parce qu'il faut être clair, quand on est loin, le découpage administratif d'une métropole comme la nôtre n'a absolument aucun sens pour le Coréen ou le Tokyoïte qui regarde ça de très très loin. C'est comme nous, si on commence à faire un découpage administratif de Séoul, je suis sûr que personne ici dans la salle n'est capable de le faire. Et ça n'a d'ailleurs aucun intérêt. Donc on est obligé de faire en sorte de travailler en parfaite intelligence pour qu'on soit plus fort à plusieurs. Donc, comment a-t-on fonctionné depuis la création de l'agence ? On l'a dit, on a d'abord défini un positionnement de cette métropole, on en a déjà parlé. Ensuite, on a dit, il faut que ce travail se résume par, alors non pas une marque. Pourquoi pas une marque ? C'est très simple, c'est que, en fait, on ne lance pas une marque si on n'a pas énormément d'argent. Et une collectivité n'a pas vocation à dépenser des sous pour faire de la communication sur une marque. Vous l'avez compris, j'ai passé des années dans des multinationales, je sais ce que ça coûte de lancer une marque à l'international. Donc ce n'est pas ça l'intérêt. Et pourquoi ? D'abord parce que nous avons notre marque. Nantes, c'est la marque. C'est même d'ailleurs la première décision qui a été prise avant que je n'arrive de Saint-Nazaire, de considérer qu'à l'international, c'était le mot de Nantes qui allait fédérer la démarche. Donc c'est une décision politique extrêmement intéressante qui m'a déjà été donnée quand je suis arrivé. Donc le mot de Nantes, qui est la marque du territoire, ça suffit très largement. C'est ça qu'il faut faire connaître. On n'a pas besoin d'inventer encore autre chose. Par contre, il faut, pour renforcer un petit peu cette histoire, il faut idéalement lui mettre une signature qui renforce le positionnement de cette marque. D'où la notion de Just Imagine. Alors, tout est toujours discutable sur une signature. Mais une signature, ça permet d'expliquer un peu à ceux qui la lisent ou à ceux qui la regardent, qui permet d'enrichir un peu le territoire de la marque. On est entouré de signatures de marques partout. Total, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. La Société Générale, le CIC, etc. Chacun y va de sa signature pour donner un peu de sens à sa marque. Nous, on a considéré que ce qui nous paraissait être le plus important, c'était la notion d'imagination, de se dire, en fait,
C'est un territoire où on peut se laisser parler sa créativité personnelle. Et puis surtout, il nous a paru important d'avoir une signature qui soit le lien vers un portail Internet. Pourquoi un portail Internet? On va avoir l'occasion de le dire ici. C'est que aujourd'hui, on a parlé de talent. Il faut donc aller parler à nos différents talents dans le monde, en tout cas dans les zones géographiques qui nous intéressent. Pour parler à ces talents, aujourd'hui, l'outil le plus simple et le moins cher, c'est l'outil numérique. Pourquoi? Parce que les investisseurs, les étudiants, les chercheurs, les touristes, les amateurs d'art, tous ces gens-là, à un moment ou à un autre, ils sont aujourd'hui sur la toile. Et donc, l'outil le plus facile, c'est le numérique. Donc, nous avons décidé de concentrer nos outils de communication principalement sur le vecteur du numérique. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on a intérêt à avoir un portail, comme on dit, une signature portail qui permette d'amener l'internaute vers le discours que l'on veut lui vendre. Et puis, évidemment, cette communication virale, passez-moi l'expression, elle ne peut fonctionner que si, en même temps, on lui met des réseaux et on lui met du physique. Le virtuel tout seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait du physique. Et donc, cette notion de territoire, de territoire physique, d'acteurs, en fait, ça marche si on les fait adhérer à cette démarche. Ça, c'est la partie la plus difficile de l'exercice, parce que, en fait, il faut bien comprendre que par rapport à une marque classique, un territoire, c'est multiple. Un territoire, c'est plein d'acteurs. Et c'est plein d'acteurs qui, à un moment, dans leur champ, peuvent faire la promotion du territoire. L'exemple le plus classique, c'est celui que je prends quand je parle à des chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise, et je suis bien placé pour le savoir, pour l'avoir été moi-même, le chef d'entreprise, il a comme objectif principal de vendre son business. Il est là pour faire du chiffre et de la rentabilité. Il n'est pas là pour faire autre chose. Sauf que, je leur dis toujours à ces chefs d'entreprise, si vous n'êtes pas sur un territoire fertile, si vous n'avez pas de terreau propice à l'endroit où vous êtes installé, vous aurez énormément de mal à faire venir des cadres chez vous. Si vous installez sur le plateau du Larzac et que vous mettez un laboratoire de recherche à cet endroit-là, vous allez avoir beaucoup de mal à faire venir des cadres supérieurs, internationaux. Vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des entreprises prestataires de services. Vous allez peut-être même avoir beaucoup de mal à trouver vos premiers clients. Donc, bien sûr, monsieur le chef d'entreprise, votre rôle est d'abord de parler de vous, de faire la promotion de votre entreprise, mais à un moment, prenez conscience que l'attractivité du territoire va aussi passer par vous. Et donc, soyez-en le relais. Donc, ce que nous cherchons à faire comprendre à l'ensemble des acteurs, c'est que ils ont eux aussi une petite part du message à diffuser. Et c'est l'addition de tous ces petits messages qui vont toujours dans le même sens en disant voilà ce qu'est le territoire de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Si tout le monde communique dans le même sens, à ce moment-là, on va finir par faire plus de bruit. Ce n'est pas tout seul, que ce soit l'acteur politique, l'acteur économique, l'acteur culturel, tout seul, il ne peut pas faire. Mais si on additionne l'ensemble de tous ces messages, ça finit par faire un bruit plus fort. D'où la notion de faire adhérer les acteurs à la démarche pour qu'ils la comprennent et que ça se traduise après dans les faits. Et donc, se traduire dans les faits, ça veut dire les inciter à être proactifs, les inciter à porter cette démarche pour que derrière, ils puissent la relayer. Alors, nous avons identifié 2 types de réseaux, certains à créer, d'autres existants. Nous sommes en train, à l'extérieur de la métropole, de créer 2 niveaux de réseautage, si je puis dire. Je vais prendre l'expression canadienne, puisque nous y passons en ce moment un peu de temps. D'abord, ce qu'on a appelé les correspondants à l'étranger. Au début, on les avait appelés ambassadeurs à l'étranger, et pour des raisons que je vais vous expliquer après, on a décidé d'enlever ce mot-là. D'abord parce qu'en France, le mot d'ambassadeur, il est utilisé à toutes les sauces. Il y a l'ambassadeur de la Mimolette, il y a l'ambassadeur de la Haute-Savoie, il y a l'ambassadeur de ci, l'ambassadeur de ça. Nous, ce qui nous a paru intéressant, c'était de considérer qu'on avait besoin d'identifier dans un certain nombre de territoires des correspondants nantais. Des gens qui sont là-bas, installés, expatriés, depuis un certain nombre d'années, qui connaissent très bien le territoire,
et qui sont capables de nous aider à nous développer là-bas. On va en reparler dans le détail. Aujourd'hui, nous avons un correspondant à Tokyo, un correspondant à Shanghai. Je viens de nommer un correspondant à Pékin la semaine dernière. Nous avons un correspondant à Montréal, un correspondant à Québec et un correspondant à Varsovie. Alors, ce n'est pas parce qu'on a des correspondants dans ces pays-là que tous ces pays sont pour nous essentiels. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que nous avons, depuis qu'on a lancé cette démarche, régulièrement des demandes de Nantais qui travaillent à l'étranger et qui nous disent « Moi, ça m'intéresse de faire la promotion de Nantes là où je suis ». Dernier exemple en date, une Nantaise expatriée à Séoul m'a envoyé un mail ce matin en me disant « J'ai envie de travailler pour vous à la promotion de Nantes à Séoul ». Évidemment, comme elle a un profil qui m'intéresse, je ne vais pas lui dire non. Donc, nous travaillons aujourd'hui sur l'identification de ces correspondants. Et qu'est-ce qu'ils font, ces correspondants ? Eh bien, d'abord, ils travaillent tout à fait bénévolement pour nous. Ce n'est pas du tout un poste rémunéré. Mais nous leur demandons de bien vouloir nous aider, à faire passer autour d'eux le message que Nantes est un territoire attractif. Et pour faire ça, on leur demande de créer des clubs autour d'eux. Alors, on n'est pas très bons, nous, les Nantais, dans la création de clubs. C'est absolument ahurissant de voir que quand on va quelque part, il y a toujours un club de Bretons, il y a un club d'Alsaciens, et il y a parfois un club de Corse. Et il y a des clubs d'Auvergnats. Alors, sur ceux-là, en particulier à Paris, parce que ceux-là, ils sont très forts. Mais en fait, c'est amusant de voir qu'il n'y a pas de club de Nantais, mais que quand on commence à dire localement, est-ce que vous connaissez, vendredi, j'étais donc à Pékin jeudi et vendredi. Et vendredi, j'étais à l'hôtel au Novotel avec l'ensemble de la délégation, et je rencontre le directeur du Novotel, qui se trouve être un Nantais. Et il me dit, alors je lui raconte notre histoire, et il me dit, mais ça m'intéresse beaucoup. Je suis même le vice-président de l'Union des Français de l'étranger. Ah, génial. Qu'est-ce que je demande de plus? Alors je lui raconte mon histoire. J'aimerais bien faire un club de la diaspora à Pékin. Ah, mais pas de problème. J'en connais plein, me dit-il, et commence à me sortir plein de noms. Bon. Et en fait, cette notion de club, ça intéresse les gens. D'abord parce que quand on est loin, je le sais par expérience, on est content de retrouver des pays, comme on dit, de retrouver des gens qui viennent du même endroit. Et on est content de partager et puis d'avoir un lien avec le pays d'où on vient. Ces correspondants, donc on leur demande de nous aider à créer ces clubs, on leur demande de nous aider quand il y a des missions que l'on organise, à faire des relations publiques, à nous présenter la presse. On vient de faire une opération comme ça à Montréal il y a 10 jours. Et on leur demande aussi de nous aider à ne pas nous planter. Je vais vous prendre l'exemple de Montréal. Il y a 10 jours, on a accompagné une mission d'Atlampol à Montréal et on s'était donné comme objectif de faire une opération de relations publiques et donc d'inviter des partenaires canadiens pour qu'ils puissent rencontrer des partenaires nantais. Et donc on avait en tête d'organiser un cocktail, un genre de speed dating, à 18h30. Et donc nous avions identifié un partenaire pour organiser tout ça. Et donc on raconte ça à notre correspondant à Montréal qui nous dit « Mais vous êtes en train de vous planter parce qu'à 18h30, vous n'aurez jamais personne. » Pourquoi ? Eh bien parce que les Canadiens qui réseautent beaucoup, eux, c'est 17h30. Donc si vous ne les invitez pas à 17h30, mais à 18h30, ils ne viendront pas. Bon, comment voulez-vous le savoir si vous n'êtes pas sur place et si vous n'avez pas des gens qui vous aident à faire ce genre de choses? Ça paraît bête, mais quand vous faites ça au Canada, si vous transposez ce que vous faites au Canada et que vous le faites à Tokyo, vous allez vous planter de la même manière. Parce qu'à Tokyo, ce n'est pas du tout comme ça qu'on réseaute. Donc ces gens-là, pour nous, sont des éléments extrêmement intéressants pour quand on a justement des missions, quand on a des opérations à faire, on ait une bonne connaissance de ce qui se passe sur place. Et évidemment, ces gens-là, ils ne le font pas, je dirais, pour rien. Qu'est-ce qui les intéresse? Parce qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant puisque c'est gratuit. En fait, ce qui les intéresse, c'est de connaître mieux les acteurs du territoire nantais, parce que ça peut être des clients potentiels, et puis aussi de développer des réseaux avec d'autres Nantais ailleurs. Parce que, par exemple, celui que nous avons à Tokyo, c'est un Nantais issu diplômé de l'école de design de Nantes et qui est aujourd'hui
le directeur général de Kenwood Japon. Kenwood Design Japon. Quand même pas rien. C'est le seul Français au milieu de toute cette boîte de Nippon. Ben lui, ce qui l'intéresse, donc il a sauté sur l'occasion tout de suite, il m'a dit « Ah, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me présentes nos correspondants à Montréal et à Shanghai. Parce qu'à un moment ou un autre, je vais avoir besoin d'échanger avec ces gens-là. » Donc voilà. Donc cette espèce de toile d'araignée, cette espèce de réseau, on est en train de le créer et ça prend du temps parce qu'en fait, il faut rencontrer les gens, il faut leur raconter l'histoire et puis il faut essayer de ne pas trop se tromper non plus parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui nous demandent de devenir correspondants et qui n'ont pas forcément complètement le profil. Voilà, ça c'est pour ce que l'on appelle les réseaux à l'international. Et puis on a les réseaux locaux, sur place, qui sont de plusieurs niveaux. Donc on a d'abord, en partenariat avec le Palais des Congrès, la Cité des Congrès, ce que eux appellent dans leur jargon les ambassadeurs porteurs de projets. Alors ça, c'est une terminologie très particulière. Ce sont en fait les chercheurs du territoire nantais qui, à un moment ou à un autre, sont capables de faire du lobbying dans leur propre cercle pour pouvoir amener un jour ces congrès spécifiques sur notre territoire. Ce sont des gens extrêmement intéressants. Ce sont des gens qui ont vraiment un cœur de compétences professionnelles qui fait que ils sont, par exemple, les spécialistes de la chirurgie du thorax. Et ils sont mondialement connus dans cette chirurgie-là, ce qui fait qu'ils sont capables, à un moment, d'influencer la décision quand le congrès aura lieu. Donc ça, c'est un premier type de réseau ici. Un deuxième type de réseau qu'on appelle les émissaires, on en a parlé tout à l'heure, ce sont ces entreprises ou ces associations qui ont des liens avec l'international. À un moment, ça vaut la peine qu'elles puissent parler de nous. Ce n'est pas forcément très simple, c'est ce qui prend le plus de temps, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les entreprises, pour elles, ce n'est pas forcément leur préoccupation immédiate. Et puis, on est en train de travailler sur les habitants. Pourquoi les habitants ? Parce que les habitants, ce sont aussi des gens qui parlent de leur territoire. Soit parce qu'ils font partie d'associations, voire au-dessus, soit parce qu'un certain nombre d'entre eux sont dans des forums, sont dans des groupes d'intérêt et écrivent, participent sur la toile à des articles. En fait, qu'est-ce qu'ils font sur la toile ? Ils partagent leur passion. Et moi, ça m'intéresse que des passionnés de la culture du magnolia parle de Nantes en disant c'est vraiment là l'endroit où il y a des choses à faire. Et donc quand il va parler dans son propre réseau, dans sa propre communauté, de ce qu'il fait à Nantes, à un moment, ça va faire du bruit positif sur cette toile et donc amener des éléments intéressants pour nous. Et donc c'est pour ça que nous travaillons en particulier avec l'association des Greeters, que vous connaissez sûrement, qui est très forte à Nantes. Les Greeters étant des bénévoles qui accueillent des touristes étrangers ou français d'ailleurs, des touristes, sur le territoire et qui leur font découvrir la ville de manière tout à fait originale. Vous êtes greeter parce que, par exemple, vous êtes un spécialiste de l'art du vitrail et vous avez à côté de chez vous un artisan d'art qui fait du vitrail. Eh bien, chaque fois que des touristes étrangers vont vouloir s'intéresser à ça, vous allez leur montrer quelque chose de différent. Ces greeters sont des gens extrêmement intéressants qui font découvrir le territoire d'une manière très particulière et qui surtout s'expriment sur la toile. Voilà. Alors, pour terminer, pour vous dire que, en fait, ces notions de club, ces notions de réseau, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de les identifier, ça prend du temps. Et puis après, il faut les encourager à faire. Il faut les encourager, il faut leur montrer que, pardon, chacun dans leur domaine, ils sont des porte-paroles. Quelle que soit la taille, l'addition de petits porte-paroles va finir par faire du bruit, et du bruit intéressant pour nous. Et puis, donc, quelque part, il faut les récompenser pour leurs actions. Et là, nous sommes en train de travailler, en particulier avec la Cité des Congrès, sur des projets de valorisation de ces promoteurs ou de ces correspondants. Donc, la partie numérique, en fait, elle marche comment ? Eh bien, vous avez peut-être eu l'occasion d'aller sur le portail. C'est un portail aujourd'hui en français et en anglais qui est construit de la manière suivante. L'idée, c'est qu'un internaute
se pose une question sur, par exemple, je veux envoyer mes enfants faire leurs études à l'étranger, eh bien, par un système d'onglets, en fait, nous répondons à sa question qui pourrait être « Où dois-je envoyer mes enfants ?» Et donc là, le portail, en fait, prend l'internaute par la main et l'emmène vers les sites dédiés de l'université, des grandes écoles, etc., etc. Et donc, en fait, on est sur une espèce de système en entonnoir où on va chercher l'internaute, on l'amène sur le portail de Nantes, et puis après, on le redirige chez le spécialiste. Ce portail, l'objectif, c'est qu'il soit le plus consulté possible, et pour qu'un portail institutionnel, puisque nous sommes quand même un portail institutionnel, soit consulté, il a besoin d'être activé en permanence par une actualité qui est le blog. Le blog, c'est quoi ? C'est en fait des articles qui sont en permanence rédigés sur le portail tous les jours et qui sont rédigés par une personne qui est chez nous, qui est une journaliste. Et c'est exprès que je suis allé chercher une journaliste parce que les journalistes ont une façon de regarder l'actualité très différente des autres. Et puis deux outils interactifs sur un extranet, une cartographie des réseaux, accessible exclusivement à un certain nombre de gens du territoire, c'est-à-dire la cartographie des réseaux, c'est où est-ce que la métropole de Nantes-Saint-Nazaire existe à l'international, quels sont les liens universitaires, institutionnels, économiques, etc. Et puis deuxième outil, alors ça se situe avec un genre de petit onglet à cet endroit-là. Deuxième outil, c'est un agenda partagé, c'est-à-dire un écran radar qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe sur la métropole en matière d'activité internationale, entrantes, des délégations qui viennent, sortantes, des délégations ou des entreprises ou des institutions qui vont à l'international. Et puis, on a mis en place une déclinaison dédiée sur la rencontre professionnelle. Voilà, quelques premiers résultats. On est dans notre première année d'existence. On se rend compte qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On se rend compte que 40% du trafic sur notre portail vient des autres, c'est-à-dire que ça montre bien à quel point la fédération des acteurs est importante. En fait, on demande à tous les acteurs de faire en sorte que sur leur propre site internet, il y a un lien vers le portail de la métropole pour que si on rentre par l'université, par exemple, on puisse aller voir ce qui se passe au niveau culturel ou au niveau institutionnel. Et on se rend compte que 40% de notre trafic vient des autres sites. Aujourd'hui, concrètement, si vous regardez ce qu'on appelle les occurrences, c'est-à-dire les mariages entre Nantes, le mot Nantes avec d'autres mots, en fait, on se rend compte que la majorité, c'est un vocabulaire touristique. Bon, ce n'est pas complètement absurde dans la mesure où nos chiffres, ce sont des chiffres qui viennent surtout depuis l'été. Et l'été a été une période très forte avec le voyage à Nantes. Et donc, notre objectif pour l'année 2013, c'est évidemment l'augmentation de ces trafics. Le blog, on l'a dit, des articles publiés plusieurs fois par semaine, enfin tous les jours, mettant en avant l'international avec un objectif de créer du trafic. Et puis le site dédié, ça c'est sur la rencontre professionnelle, c'est véritablement un outil à la disposition de tous ceux qui veulent organiser des congrès. Alors je terminerai par quelques enseignements qui me paraissent absolument fondamentaux. La première chose, c'est que tout le monde, tous les responsables de collectivités, depuis la plus petite ville ou village jusqu'à la plus grosse métropole, ils ont tous en tête d'essayer d'émerger dans le bruit du monde. Ils veulent tous avoir leur propre stratégie pour être différenciants. Et bien justement, moi je pense que nous devons avoir une stratégie différenciée. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que je disais à Philippe tout à l'heure, c'est que la plupart des villes, la plupart des régions ont tendance à se copier les unes les autres. Il y a un déficit d'imagination absolument phénoménal. Donc ce qu'il faut, c'est émerger différemment. Donc avoir une stratégie qui soit différente de celle des autres. Ça me paraît absolument essentiel. Donc c'est plus compliqué, mais c'est la seule façon d'y arriver. Le deuxième élément, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de vous en parler quand Philippe m'a proposé de venir faire cette intervention devant vous, c'est qu'il faut partager ce message, il faut fédérer les acteurs, il faut que l'ensemble des acteurs du territoire de Nantes-Saint-Nazaire se mobilisent pour porter ce discours à l'international. Et puis troisième volet, c'est que le web, c'est aujourd'hui absolument fondamental
Mais il faut aussi accepter qu'il y a une part d'inconnu. Je vais vous prendre un exemple. Dans cette mission de Pékin, j'avais organisé vendredi soir pour la délégation une présentation des réseaux sociaux chinois. Et donc j'avais demandé à un Chinois que je connais de venir, un spécialiste, venir nous faire une présentation des réseaux sociaux chinois. C'est incroyable la force que ces médias peuvent avoir dans des pays qui n'ont pas notre courbe d'expérience. Nous, on a inventé le téléphone, on est passé par le filaire, puis on a eu le Minitel, puis etc., etc. Ces pays-là, ils n'en sont pas là du tout. Ils sont tout de suite sur le téléphone portable et hop, ils arrivent immédiatement dans l'utilisation de ces réseaux. Et donc, nous, il faut absolument que l'on soit capable aussi d'intégrer toutes ces nouveautés. Et que quand on intègre ces nouveautés, il faut accepter qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Quand on fait une campagne télévisée, c'est assez facile de se dire on a besoin de tant de, je vous dis n'importe quoi, millions d'euros pour toucher tant de personnes. Parce que l'histoire fait qu'on a tous les chiffres. Dans le web, aujourd'hui, on tâtonne. Donc il faut, mais le web, ça va très vite. Donc il faut aussi en permanence vérifier pour pouvoir après ajuster. Voilà. J'ai peut-être été un peu long, Philippe, excuse-moi. Je voulais vraiment partager ça avec vous pour vous dire que, en fait, cette stratégie, elle ne fonctionne que si on arrive à la faire partager. Si on arrive à faire en sorte que chaque acteur se dise « j'ai aussi une part de responsabilité dans l'attractivité, dans la notoriété de mon territoire ». Je peux vous dire que la différence essentielle qui existe dans la gouvernance d'un territoire par rapport à la gouvernance d'une marque commerciale, c'est précisément qu'une marque commerciale, il y a toujours un seul patron. Quand vous êtes chez Nestlé, il y a un monsieur Nestlé qui décide pour le monde. Et tout le monde va dans le même sens. Sur un territoire, c'est absolument pas comme ça. Parce que chacun, forcément, a son propre objectif. Et donc, il n'y a pas de gouvernance centralisée. C'est une fédération d'acteurs. Et donc, pour que l'ensemble soit efficace, il faut que ces acteurs aillent dans le même sens. Merci. Voilà, bon, le moment est arrivé d'échanger avec notre invité, M. Brouard. Oui. Alors vous présentez, puisque nous, on sait qui on a en face de nous, mais lui ne sait pas. Jacques Brouard, je suis citoyen volontaire au Conseil de développement et j'habite sur Sainte-Luce. Je participe au Conseil de développement de Touareg, Sainte-Luce et Mauve. Une question, moi j'ai été très intéressé par, disons, le concept là, qui se développe et puis qui est un outil essentiel, bien entendu, pour se faire connaître à l'étranger, dans la communication internationale, etc. Mais justement, ce territoire, je crois, a une des valeurs que vous avez citées, qui est qu'ici, on sait s'écouter mutuellement, on n'est pas dans un conflit permanent, ou du moins les conflits arrivent à se résorber, etc. C'est lié à une culture, je crois, qui vient d'assez loin, hein, et qui est à la fois un mélange des combats de la société nantaise et disons, des groupes sociaux qui peuvent s'opposer en termes d'intérêt, et aussi d'une culture à la fois laïque, mais aussi une culture chrétienne, qui a développé, à mon sens, une culture de la Bretagne en particulier, mais en particulier dans le pays nantais. Et ce que je trouve un petit peu qui manque, si j'ose dire, dans la manière dont on aborde l'image de Nantes, y compris pour la faire connaître au mieux, l'aspect économique, bien entendu, est développé, l'aspect culturel est développé, l'innovation sociale ne l'est peut-être, enfin du moins, elle ne m'est pas apparue. Alors peut-être que je me trompe, mais je prends deux exemples. Le congrès des forums des droits de l'homme tous les 2 ans, est-ce qu'il apparaît sur Nantes Just Imagine? Est-ce que tout le travail qui a été fait depuis 15 ans par la Maison des citoyens du monde pour relier l'international à Nantes, est-ce que ça rentre aussi, je ne dis pas qu'il faut le mettre en premier ou je ne sais pas, mais au même titre que l'économique ou que le culturel, l'innovation sociale,
la démocratie participative dans les quartiers pour savoir comment on fonctionne à niveau des quartiers, etc., je crois que c'est important que les gens à l'étranger sachent qu'il y a aussi de l'innovation de type social à Nantes. C'était ma question. Si, est-ce que tu réponds tout de suite ou on prend une deuxième question? Alors, c'est une excellente question. Je vais essayer de vous y répondre de deux manières. La première, vous l'avez vu, quand j'ai parlé des émissaires, j'ai parlé des associations. En fait, c'est une chose que je n'avais pas bien réalisée. Moi, je suis pas... J'ai beau avoir un nom de l'Ouest, ma famille est effectivement bretonne d'origine, mais je suis né à Paris, j'ai fait mes études à Paris et à l'étranger. J'habite... j'ai une maison en Anjou, mais je ne connaissais pas Nantes. En fait, ce que vous venez de dire à propos de ce tissu associatif, je l'ai découvert parce que j'ai habité 3 ans à Cholet. Et Cholet, c'est les Mauges. Et les Mauges, c'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est pareil, hein, c'est la destruction d'une ville, réduite à zéro, les guerres de Vendée, hop, il faut repartir et on recommence comment? Comme vous venez de le dire, avec l'association. Et ce tissu associatif, il est ici très fort. Et donc c'est pour ça que nous l'avons mis dans la notion d'émissaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on arrive, et c'est toute la difficulté de l'exercice, à identifier les associations qui peuvent rentrer dans ce dispositif, qu'ils comprennent, qui y adhèrent, et qui après, que nous puissions les aider et qu'on puisse les mettre en avant. Et bien là, par exemple, nous avons identifié il y a quelques mois, et on travaille assez régulièrement avec eux, une association qui aide les jeunes à partir à l'étranger, qui s'appelle, le nom m'échappe, mais Itinéraire International, je crois. Cette association, par exemple, sa responsable est venue nous voir à plusieurs reprises en disant, voilà, moi j'ai des tas de jeunes qui sont issus de formations très basiques, mais qui ont un projet à l'international et ils aimeraient partir au Canada. Il se trouve que nous, on a des liens très forts avec le Québec. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis en contact, elle, avec son association, avec les gens qu'on connaissait à Québec. Donc effectivement, cette partie associative, elle est extrêmement forte et il faut que ce soit un élément du rayonnement nantais. Ça, c'est une première... réponse à votre première question. La deuxième question, la démocratie participative dans les quartiers. Alors, je peux vous dire qu'il y a un élément qui m'a énormément frappé quand je parle avec des étrangers, et en particulier les Chinois, c'est très récent, mais des Japonais que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Il y a une chose qui les intéresse ici, tous, c'est l'organisation urbaine de ce territoire. Mais quand je dis l'organisation urbaine, ça va loin. C'est-à-dire que c'est à la fois l'urbanisme, mais aussi l'animation des quartiers, mais aussi la façon dont on travaille sur les quartiers. Et je vais vous prendre un exemple précis. La Folle Journée, quand elle est allée s'installer à Tokyo, puisque ça fait maintenant presque une dizaine d'années que René Martin est allé à Tokyo. Pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas? C'est parce que le promoteur principal du quartier de Tokyo où se situe le centre des congrès, le Tokyo Forum, qui s'appelle Marunouchi. Cette société, c'est le Mitsubishi Estate, c'est le deuxième promoteur japonais. Eh bien, il se trouve que j'ai rencontré son président. Et il m'a dit, je suis allé chercher René Martin parce que je me suis rendu compte que nous avions un vrai besoin d'animation de ce quartier des affaires à un moment de l'année particulier, qui est le moment où tout le monde part en vacances. Et je me suis rendu compte qu'à Nantes, vous aviez quelqu'un qui savait faire. Et donc, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir. Et donc, c'est ce qu'a fait René Martin. Et c'est intéressant de voir que cette notion d'animation des quartiers, ce qui s'est passé avec le voyage à Nantes cet été, c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus voir comment on animait le quartier. Donc, vous voyez que cette notion de ville, d'animation de la ville, là vous avez évoqué la démocratie participative, pour moi ça va au-delà même de cette démocratie participative, c'est l'animation du quartier. Et c'est extrêmement intéressant de voir que cet élément-là, à l'international, on nous demande de venir le voir ici, ou au contraire de l'expliquer à l'étranger. Donc vous avez parfaitement raison, c'est 2 points d'ancrage très intéressants. Alors, oui. Bonsoir. Je peux parler? Vas-y, oui, mais c'est... faut respecter l'ordre. A priori, c'était monsieur, mais c'est pas grave. Vas-y, Bruno. Ah, pardon. Bruno Dehaye du Conseil de développement. J'ai trouvé votre présentation très intéressante sur le faire connaître Nantes et le territoire à l'international. C'est très structuré, c'est très bien. Mais à mon avis, ça doit avoir un but
Et ce qui me semble être important, c'est le développement économique de la région. Alors, je voudrais savoir si, au-delà du fait qu'on puisse être reconnu comme une ville dynamique, culturelle, etc., est-ce qu'on a un potentiel particulier à faire, à vendre à l'international? Alors, savoir-faire, des produits industriels typiques, pas seulement du muscadet et des petits lus, parce que c'est un petit peu court. Mais même si c'est un début, c'est peut-être une image. Parce qu'au fond, le but de tout ça est bien d'avoir un développement économique de Nantes et de sa région. On va prendre une deuxième question et puis tu répondras à... Bonsoir, Monsieur Lebray, Anthony Maisonneuve. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer, je crois, déjà une fois. J'avais noté une petite question concernant les outils. Les outils, vous aviez parlé du portail numérique multilingue, mais il m'a semblé entendre, alors j'ai peut-être fait une erreur, qu'il était en anglais et en français. Et puis que vous travaillez avec une journaliste et que c'est elle qui écrivait donc sur ce portail. Il ne m'a pas semblé que vous ayez parlé de portail collaboratif. Et puis concernant le web, justement, vous en parlez beaucoup. Évidemment, c'est un prérequis. Vous avez parlé d'audience associée. Vous avez parlé d'occurrence aussi concernant la ville de Nantes, avec le tourisme. L'audience non maîtrisée sur le web, il me semble que les Américains sont en passe de maîtriser l'audience sur le web. Le réseau social chinois, je n'ai pas entendu parler, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais Facebook, aujourd'hui, je pense, est en mesure d'offrir des packages d'audience, puisqu'ils sont près d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui, je crois. Enfin, nous sommes 1 milliard sur Facebook, et il me semble qu'ils sont en train de faire une offre packagée. Pour cibler une audience. Alors après, géographique, je sais pas, quel coût, j'en sais rien. Enfin bon, après c'est que du marketing et de la publicité. Ok, on va... Alors vite la dernière question alors. Oui. Il m'en reste... Oui, l'axe nord-sud. Le flux nord-sud, oui, bon. On parle de nord-Loire, sud-Loire ou nord... Non, nord-sud dans hémisphère nord, hémisphère sud. De Nantes. Bon, vous avez vu qu'il y avait une faiblesse. Moi, je pense que les Anglais doivent connaître Nantes, je pense. J'espère, en tout cas. Les Américains, bon, peut-être un peu moins. Et puis, dernière question sur la presse aussi étrangère. Donc, l'occurrence Internet, j'ai bien compris, Nantes Tourisme. Les médias et les presses à l'étranger, de quoi elles parlent quand elles parlent de Nantes? Est-ce qu'elles parlent de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, notamment, qui pourrait être un vecteur d'image négatif ou un vecteur d'image tout court, j'en sais rien. Mais je pose la question à un homme de marketing. Ok, merci. Alors on commence par le but finalement de tout ça, c'est quand même le développement du territoire. Et donc, comment on va mesurer ça? Alors, d'abord, vous avez parfaitement raison. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'objectif in fine, c'est l'amélioration des flux. Au sens large. Donc c'est du business pour la partie homme d'affaires, c'est les échanges pour les étudiants, c'est les échanges pour les chercheurs qui ne se traduisent pas forcément par des recettes de sonnantes et trébuchantes, mais c'est la contribution, encore une fois, à l'augmentation des flux.
Donc ça, c'est absolument évident. Alors, comment va-t-on les mesurer? Ça, c'est un enjeu extrêmement difficile. Évidemment, il faut qu'on arrive à trouver les moyens de faire en sorte de quantifier les efforts que nous faisons. Alors, il y a forcément des critères positifs, ou en tout cas que l'on peut regarder. C'est l'augmentation des nombres d'étudiants, c'est l'augmentation du nombre de dossiers d'investisseurs, c'est l'augmentation de partenariats entre tel ou tel. Donc, oui, on est clairement en train de regarder ces notions d'indicateurs, sachant que la difficulté... la première fois qu'on m'a demandé qu'est-ce que tu as en tête en matière d'indicateurs, j'ai répondu j'en sais rien. Pourquoi? Parce que l'indicateur, il faut qu'il soit le bon. Et il ne faut surtout pas que l'on se trompe. L'idée, c'est justement de pouvoir évaluer notre stratégie avec un certain nombre d'éléments, mais en se disant toujours, au final, l'acheteur, qu'est-ce qu'il achète? Il achète l'offre. L'étudiant, par exemple, s'il vient ici, c'est pas parce que je vais lui dire que Nantes est belle, ou que Nantes est facile à vivre, ou qu'il y a des bars partout. C'est parce que l'offre universitaire correspond à ce qu'il attend. Donc, il y a un gros travail de l'offre, et ça, c'est pas nous l'offre. L'offre, c'est l'université, c'est les entreprises, etc., etc. Donc, il faut être sûr que les critères que nous allons mettre en place correspondent à une offre qui, elle, est pertinente par rapport à la demande. Donc là, je suis très honnêtement, je vous le dis, et je vous le dis d'autant plus que mes petits camarades de Nantes Métropole me l'ont posé encore ce matin, nous ne sommes pas complètement prêts pour pouvoir indiquer exactement quels vont être les indicateurs de référence. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour en avoir parlé il n'y a encore pas très longtemps avec le directeur général des services de Nantes Métropole, je lui ai dit, écoute, à un moment, on te dira, fin 2013, ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, bah, tu en tireras les conséquences vis-à-vis de moi. Mais moi, je te dirais, effectivement, fin 2013, voilà ce que l'on peut mesurer comme étant des indicateurs de performance. Alors, il faut être clair aussi, à l'international, c'est très long. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que parce qu'on met en place une stratégie comme ça, dès l'année prochaine, on va retrouver énormément de résultats. Non, ça va par étapes. Ce qu'il faut, c'est que la tendance soit positive. Donc aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous répondre, mais si Philippe me réinvite un peu plus tard, l'année prochaine, j'espère qu'on en saura un peu plus. Avant que tu sois viré, on te réinvitera. Donc j'ai noté avant la fin 2013. Donc voilà, alors, effectivement, cette partie économique, alors vous disiez quels sont les secteurs les plus intéressants. En fait, je dirais que tous les secteurs sont intéressants. Et c'est amusant d'ailleurs de voir que quand on voyage et qu'on discute, en général, quand je vais dans un pays, la première fois, je prends rendez-vous avec l'ensemble des acteurs français qui sont installés sur place, c'est-à-dire tous les conseillers de l'ambassade, les gens des chambres de commerce, les entreprises qui sont sur place, etc., pour avoir un peu le pouls si je ne connais pas le pays. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes venant de chez nous. Alors, on n'est pas les premiers dans tout, c'est évident, mais il y a beaucoup de secteurs dans lesquels nous avons nos pôles de compétitivité. Je prends assez volontiers cette métaphore de l'oursin. L'oursin, c'est quoi? Il a des très très grandes piques. Et bien moi, je dis, nous sommes un peu un oursin, avec des très grandes piques qui correspondent à certaines de nos pôles de compétences. Et il faut être très fort sur ces pics-là. C'est ce que j'ai appelé la stratégie du challenger. Il faut être dans la stratégie du challenger. Et donc, en permanence, être très bon sur certains secteurs en se disant, on ne sera pas bon sur tout. Donc voilà. Donc on est dans... les secteurs, ils sont identifiés. Nos filières, on les connaît. Les pôles de compétitivité, on les connaît. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement pousser cela et puis voir dans quelle mesure on peut avoir en face des gens qui sont intéressés et qui nous aident à développer ces différentes stratégies. Voilà. Ça, c'est pour la partie business et chiffres. Alors... Oui, vas-y, continue. Oui. Donc, parce que lui m'en a posé une rafale, donc je vais essayer de les prendre dans l'ordre. La notion de... Bon, vous disiez un portail multilingue. Oui, il est multilingue parce qu'il est français-anglais, donc il a effectivement 2 langues. Bon, ça suffit évidemment pas. La réflexion sur laquelle nous sommes en ce moment, c'est de dire il faut qu'on ouvre ce portail à d'autres langues, langue européenne, allemand, espagnol, italien, mais probablement aussi chinois et japonais. Maintenant, il ne faut pas traduire, on ne va pas tout traduire, ça ne sert absolument à rien. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre
ce que l'internaute chinois, par exemple, ou anglais, a envie de trouver. Il y a des choses qui ne l'intéressent pas du tout. Et c'est là où il faut qu'on fasse le choix. D'abord parce que ça coûte très cher si on commence à tout traduire dans 36 langues. Il faut qu'on fasse le choix de, si on le traduit en chinois, par exemple, quelles sont les informations, quelle est la structure du portail qu'il faut qu'on décline et qu'on mette à la disposition de l'internaute chinois. Donc ce n'est pas aussi simple que de prendre un traducteur et de lui dire « tu vas me traduire exactement ce que je dis en français, dis-le moi en chinois ». Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Pardon ? Mais ce n'est pas un problème de traduction, c'est un problème de qu'est-ce que l'internaute là-bas veut trouver. C'est ça le problème. Traduire, ça, j'ai tous les traducteurs qu'on veut, c'est pas un souci. Mais il faut se mettre à la place de l'autre. Moi, je peux vous dire, j'ai fait faire par ce fameux Chinois qui a présenté à la région vendredi les médias sociaux, nous avons ouvert, je vais tout vous raconter. Nous avons ouvert, il y a à peu près 4 mois, oui c'est ça, 4 mois, un compte sur les réseaux sociaux chinois, Weibo. Un compte Nantes. Donc Nantes, Just Imagine, est sur le réseau social chinois Weibo. Le Weibo, c'est, on va dire, la combinaison de Twitter et de Facebook. Parce qu'ils ont fait, vous savez que tous nos réseaux sociaux sont interdits en Chine, donc ils ont les leurs. Et donc nous avons fait notre réseau, nous sommes présents, nous avons un compte sur Weibo, et on a déjà, je ne sais pas combien de milliers de followers, mais bon, en Chine, vous savez, on rajoute toujours 1 ou 2 zéros derrière nos chiffres à nous. Et puis, je discute avec ce Chinois et je lui dis, bon ben voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors à l'asiatique, il m'explique que c'est sûrement très bien, qu'on a fait un bel effort, mais qu'au final, on a tout raté. Pourquoi on a tout raté? Parce que, en fait, nous l'avons fait faire par une Chinoise ici, qui n'est plus en Chine depuis quelque temps, puisqu'elle est étudiante ici, et en fait, elle a pas su se mettre dans la peau d'un Chinois là-bas. Un truc bête. Pour que le réseau social chinois, le Weibo, soit vraiment consulté, il faut écrire 3 fois par jour. Et comme ce sont des consommations immédiates, il faut écrire aux heures où les Chinois regardent leur téléphone portable. Donc pour eux, 8 heures du matin, 10 heures, 4 heures, 18 heures. Oui, mais avec le décalage horaire, moi je leur envoie des messages, 2 heures du matin, enfin bon, correspond à rien. Bon. Donc vous voyez que c'est des trucs qui paraissent idiots. Mais si on n'a pas intégré tout ça, en fait, on va faire que des bêtises. Donc ça, c'est une courbe d'apprentissage qui prend un petit peu de temps et qui fait que pour qu'on en soit efficace, il faut en permanence se mettre dans la peau de l'autre. Qu'est-ce qu'attend l'autre? Deuxième chose que le Chinois nous a montré, c'est qu'en fait, nous, on écrit dans notre portail ce qui intéresse les internautes français, voire européens. Et après, on traduisait ces informations dans le Weibo chinois. Oui, sauf que le chinois qui est basé à Shanghai, savoir exactement ce qui se passe sur la métropole alors qu'il n'y mettra probablement jamais les pieds, ça ne l'intéresse pas. Par contre, qu'on lui parle de ce qui se passe en musique ici, qu'on lui parle de ce qui se passe en nouvelles technologies, qu'on lui parle de quelque chose qui soit un sujet qui l'intéresse, ah bah ça, il va regarder. Oui, Louis Savary. La question que je me pose, est-ce qu'on est sur un territoire qui a envie de faire de l'international? Est-ce que c'est dans notre culture? Est-ce que c'est dans les gènes de la région? Quand je regarde le projet Loire-Atlantique 2030, parmi 8 items, l'aspect international considéré pratiquement comme infinitésimal, même à l'horizon 2030. Si les gens du territoire n'ont pas envie d'y aller, comment transformer ce projet? C'est ça ma question. Par ailleurs, vous disiez tout à l'heure les pôles d'excellence. Quand on regarde tout le monde, est-ce qu'on est capable de dire, ici, peut-être avec un brainstorming, on serait capable de dire, voilà les pôles d'excellence sur la région? Intuitivement, on va en citer 1 ou 2 ou 3, mais on n'aura pas une vision assez claire de ce qui se passe sur ce territoire. Est-ce que ce n'est pas des sujets qu'il faut développer et donner une vraie culture de l'international sur ce territoire? Mais si ça vaut la peine, si ça ne vaut pas la peine, est-ce qu'il faut y mettre des sommes et des sommes considérables pour un résultat qui est relativement faible? Alors, est-ce que c'est indispensable? La réponse est oui. On peut pas imaginer un instant de se dire on se referme sur soi et on oublie l'international. Je crois que si l'agence a été créée, si
dès 2008, cette volonté de l'international dans les discours politiques était là, c'est qu'il y avait une vraie prise de conscience. Je pense que là-dessus, c'est absolument indiscutable. La bonne question que vous posez, c'est est-ce que le territoire est ici intéressé par l'international? Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'axe nord-sud? C'est parce que nous ne sommes pas, nous, une ville frontalière. Et que la différence, si vous allez à Strasbourg, par exemple, vous voyez ce que c'est qu'une ville internationale. Si vous allez à Lille, moi j'ai fait mes études à Lille, Lille c'est une ville européenne. Parce qu'il y a en permanence des étrangers sur place. Bon, nous ne sommes pas une ville qui est ni frontalière, ni encore une fois sur cet axe nord-sud. Alors, effectivement, on a un peu de retard. Et ça, je le dis tout à fait franchement, on a un peu de retard par rapport à d'autres dans la perception de l'internationalisation du territoire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis en place, avec l'ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle, cette réflexion sur une charte d'accueil pour faire en sorte que notre territoire soit un peu plus international dans l'accueil. J'ai pesté pendant longtemps sur le fait qu'à l'aéroport, on ne pouvait pas changer d'argent. Vous arriviez à l'aéroport jusqu'à... Alors, j'ai découvert avec grand plaisir la semaine dernière qu'il y avait maintenant un bureau de change. Mais jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de bureau de change à l'aéroport. Vous arrivez avec des pounds anglais ou des francs suisses, vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouviez pas les changer. Bon sang, c'est quand même curieux cette affaire. Bon, maintenant, il y a... Voilà, c'est des détails. Mais c'est des détails quand on est habitué à voyager et que, justement, on n'a pas forcément la bonne monnaie, parce qu'en Europe, on n'a pas tous la même monnaie encore. Eh bien, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, il y a besoin d'avoir une prise de conscience sur le fait que, oui, l'international, ça se vit un peu tous les jours. Par contre, l'élément positif, c'est que... Et j'ai fait une réunion publique il y a un an à Saint-Herblain, justement sur le rôle de l'international. Et le maire, Charles Gauthier, m'avait dit « Oh, vous allez voir, vous risquez peut-être de vous faire agresser parce que l'international, ça fait peur. L'international, c'est délocalisation, c'est machin, etc. » Bon, je m'étais dit, on va voir ce que ça... Pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Les gens ont été très intéressés en disant, nous, on voyage à titre personnel, on est touriste, on se promène, etc. Et on se rend compte que notre métropole n'est pas connue. Donc, on comprend bien que ça vaut la peine qu'on en parle. Par fierté personnelle, mais aussi parce qu'à un moment, ça va entraîner des emplois chez nous. Donc, je pense que c'est plus une absence de... C'est pas une volonté de se fermer, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est plus qu'on a un peu tendance à l'oublier. Donc notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que l'on trouve les moyens d'accompagner par des initiatives les habitants vers cette notion d'international, d'où ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple avec les Greeters, pour que l'on accompagne des associations en fait d'habitants pour que ils soient eux aussi vecteurs vers l'international. Bonsoir, Monsieur Lebray. Yves Lenné. D'abord, au début de votre propos, vous avez commencé à expliquer votre démarche et Dieu sait que je l'approuve et je la trouve juste. Cette démarche, vous l'avez comparée à une démarche de simple communication. Et vous avez dit qu'il y a un certain nombre de démarches de communication, des villes ou des régions, certaines ayant des atouts a priori existants, peut-être plus que Nantes. Et vous avez parlé, ou pas seulement vous, de la Bretagne, par exemple. Tout le monde sait qu'il y a une forte diaspora bretonne. Moi-même, j'étais dans différents endroits dans ma vie professionnelle, Francfort ou ailleurs. Il n'y avait pas de comité nantais, mais il y avait une association des Bretons, bien sûr. Et c'est là que les Nantais se retrouvaient, toujours. Bon, c'est pas pour ça, mais donc dans les démarches, il y a d'autres démarches. Récemment, je suis allé, enfin c'était peut-être il y a 6 mois, il y avait une grand-messe à Rennes sur le thème de, peut-être un peu plus de 6 mois, le temps passe vite, sur le sujet de, je crois, B+, ou une marque comme ça, Bretagne Plus. J'ai jamais entendu parler par la suite de cela. Maintenant,
Donc, c'est en gros savoir comment vous vous comparez et pourquoi vous pensez que votre démarche est juste par rapport à toutes les démarches qui peuvent y avoir dans l'Ouest. C'est ma première question. Ma deuxième, c'est... oui. Tu fais vite, Yves. Oui. N'interviens pas, c'est pas la peine, je sais que tu vas le faire. Ma deuxième, c'est que votre stratégie, elle est d'activer un certain nombre de points dans le monde et de trouver, comme vous avez dit, des correspondants. Mais cette stratégie, c'est celle des postes économiques, des consulats ou des ambassades. Mais c'est une stratégie qui coûte, même si on rétribue pas ces gens, qui coûte quand même extrêmement cher. Et vous devez être très étoffé ici, chez vous. Et où allez-vous? Vous dites vous-même que Shanghai s'était fait, et puis pour une raison quelconque, à Pékin maintenant, vous allez avoir un correspondant. Tout ça, il va falloir activer ces réseaux et il va falloir vous étoffer considérablement. Voilà. Comment y arriverez-vous? Merci de ta brièveté, Yves. Allez. Alors, je vais vous détromper. Alors, on va peut-être prendre la question de Jean Neuilly, puisqu'apparemment, ça rebondit sur le... Oui. Alors, moi, c'était une question de benchmarking, pour employer un gros mot, par rapport à l'accueil d'étudiants étrangers. Est-ce qu'on est capable de savoir combien on accueille d'étudiants étrangers à Nantes? Est-ce que, par rapport à Rennes ou par rapport à Angers, comment on se situe? Sachant qu'un des problèmes de l'accueil des étudiants étrangers, problème que je connais un petit peu, c'est le logement. Ici à Nantes, c'est la Croix-la-Bannière. Donc, où est-ce qu'on se situe par rapport à nos confrères, nos consoeurs des grandes villes universitaires proches? Alors, en termes de chiffres, on se situe exactement dans la moyenne nationale. C'est-à-dire que nous avons 10% d'étudiants étrangers en France. Il y a 10% d'étudiants étrangers. Ah bah, oui, on est sur la moyenne nationale. Donc, on ferait 3 alors que la moyenne nationale serait 10. Je vous dirais, on est faible. On est exactement pile poil dedans. Et si on regarde la dispersion, on va dire, par nationalité, le premier lot, même si ce sont 3 pays différents, c'est le Maghreb. Donc ça, c'est la première communauté, on va dire, d'étudiants étrangers. Et la deuxième communauté chez nous, c'est les Chinois. Donc, et là aussi, c'est pareil, c'est très comparable par rapport au reste de la France. Donc, nous n'avons pas de déficit et nous ne sommes pas non plus exceptionnels dans l'accueil des étudiants étrangers. Ça, c'est sur les statistiques. Maintenant, là où vous avez tout à fait raison, c'est que vous parlez d'un point précis, qui est la notion de logement. Alors ça revient à l'histoire d'offres que je disais tout à l'heure. C'est que ça, c'est pas du tout dans nos cordes. Malheureusement, on est obligé de faire avec les infrastructures qui existent. Donc on peut intervenir pour faire en sorte qu'il y ait une certaine forme de lobbying, mais ce n'est pas du tout dans mes responsabilités d'intervenir sur l'offre. Donc c'est comme d'ailleurs la difficulté qu'il y a eu dans les mois précédents avec la notion des visas pour les étudiants internationaux. Ça, ce n'est pas du tout dans nos responsabilités. On subit, si vous voulez, un peu ce genre de problème. Et on nous en parle d'ailleurs à l'étranger. Donc, en termes de benchmark, par rapport aux autres grandes villes, nous n'avons pas de différence. Je dirais que, au contraire, une force que nous avons, c'est que nous avons un enseignement très diversifié. Parce qu'on a à la fois une université très jeune par rapport aux autres, mais une université, et on a une offre dans les grandes écoles qui est très variée. Ce qui fait que quand on se présente, en fait, on est à la fois capable de parler de l'école du bois, de l'école de la marine marchande ou d'une école d'ingénieurs ou de l'université, de n'importe quelle dimension de l'université. Donc, honnêtement, on n'a absolument pas à rougir de l'offre. Et quand on se présente, encore une fois, dans nos missions où assez souvent l'enseignement supérieur est avec nous, ça se présente de manière tout à fait correcte. Donc là-dessus, je n'ai pas trop de soucis. En termes de benchmark, pour reprendre votre terme, on est tout à fait comparable. Donc je vais répondre à votre voisin. Pardon. Je vous dis, c'est la même chose. C'est-à-dire que en termes de statistiques, là, après il faudrait rentrer dans le détail, est-ce qu'ils sont plus ceci, est-ce qu'ils sont moins cela. En termes de statistiques, c'est tout à fait comparable.
Donc, je vais vous prendre une anecdote. Il y a quelques mois, une Chinoise qui travaille à Lille, à l'Agence de développement international de Lille, voulait changer de ville. Et donc, elle m'a écrit pour me demander si elle pouvait passer un entretien avec moi. Je n'avais pas de poste à ce moment-là pour elle, mais je l'ai reçue pour la cuisiner, entre guillemets, pour comprendre un peu pourquoi elle était allée à Lille. Et donc, je l'ai fait parler. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, ben j'ai fait une école, j'ai fait des études d'architecture. Ah bon? Et vous êtes où? Ah, ben j'étais à Qingdao. Ça tombait bien, puisqu'on a des relations avec Qingdao. Je dis, ah, ben alors vous avez entendu parler de nous? Non, non, je n'ai pas du tout entendu parler de vous. Je me suis intéressé à la France parce qu'à côté de chez moi, il y a une alliance française. Et donc, j'ai commencé à apprendre le français. Ah, bah très bien. Et donc, après, je me suis dit, je vais aller faire mes études en France. Et donc, je suis allé voir une agence, parce qu'il y a des agences en Chine qui font la vente, la promotion des universités. Et on m'a parlé de plusieurs universités françaises qui vendaient ou qui proposaient des études d'architecte, puisque je suis architecte. Et je dis, mais vous avez choisi Lille? Comment? Parce que le général de Gaulle y est né. Bon, je m'attendais à plein de choses, mais je ne m'attendais absolument pas à ça. C'est dire qu'à un moment, il y a un truc qui fait que les gens vont basculer et puis vous n'y avez pas forcément pensé. Alors moi, je lui ai dit que Jules Verne était né chez nous, qu'elle aurait pu venir faire un tour. Bon, ben, et ben voilà. Donc elle l'a pas fait. Mais c'est dire que si vous voulez, dans le choix, c'est pour ça que je parle de bruit, c'est qu'il faut qu'il y ait en permanence, dans l'écran radar des jeunes, à l'international, il faut que Nantes apparaisse. Après, il va y avoir l'offre, et puis il va y avoir le plus. Et il faut qu'on soit à la fois bon dans l'offre, mais ça je ne maîtrise pas, et puis que l'on donne envie. C'est mon empathie de tout à l'heure. Voilà. Donc, non, je pense que nous ne sommes objectivement pas ni meilleurs, ni pires que nos voisins. On est tout à fait dans la masse. Juste un petit commentaire, parce que la différence, elle est dans le nombre d'étudiants. Parce que, comme tu l'as rappelé, l'université de Nantes est une jeune université. Il y a plus d'étudiants à Rennes qu'à Nantes. Donc, même s'il n'y a que 10% d'étudiants étrangers à Rennes, ça fait plus d'étudiants étrangers à Rennes qu'à Nantes. Poitiers, c'est la même chose. Toulouse, j'en parle pas, enfin, etc. Donc, on est dans la proportion statistiquement, on est dans le pourcentage, mais sur une base qui est bien plus faible. Et oui. Et là aussi, c'est mon histoire d'offre. C'est qu'aujourd'hui, si on disait on veut doubler l'université de Nantes, on ne pourrait pas doubler l'université de Nantes. Donc c'est vrai que moi, quand je parle de l'offre de l'enseignement supérieur, j'insiste plutôt sur la diversité des possibilités, plutôt que de dire on a la plus grosse université française, parce que nous sommes, je crois, une des plus jeunes universités françaises. Donc il faut qu'on se fasse connaître. Alors n'oublie pas les questions d'Yves Lenné, en particulier, je crois qu'il imagine que tu dois avoir des moyens extraordinaires pour animer un réseau de correspondants mondiaux, comme tu l'as présenté. Alors, il y a une différence assez fondamentale. Il se trouve que j'ai commencé ma carrière en ambassade, donc je connais bien leur mode de fonctionnement. Nous ne fonctionnons pas du tout de la même manière. Heureusement, parce que sinon, j'y arriverais pas. Non, tout ce réseau-là, que je vous ai montré, c'est un réseau qui fonctionne gratuitement. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des gens qui ont envie de faire. Ce qui, d'ailleurs, nécessite un certain doigté, parce que ce sont des gens qui se sont engagés vis-à-vis de nous pendant 1 an. Ils ont signé un acte d'engagement. Donc, et c'est gratuit. Donc, j'ai vis-à-vis d'eux, c'est pour ça que j'ai parlé de récompenses, de considération, etc. Il faut faire très attention à ces gens-là et il faut les encourager pour qu'ils continuent dans cette voie. Donc ça ne coûte rien. Qu'est-ce qui coûte? C'est d'avoir quelqu'un ici, mais je vous rassure, nous sommes 3, plus une assistante. Une personne qui travaille principalement sur les réseaux sociaux, donc qui est cette journaliste, ma collaboratrice principale et moi-même. Donc, alors, nous avons effectivement une stagiaire qui est là, en plus, qui nous aide encore pendant quelques mois sur la partie animation et démarrage. Mais après, c'est quelque chose de récurrent, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est avoir un très bon lien personnel, et ça, c'est moi qui l'ai, avec chacun des correspondants. Moi, je les ai au téléphone très régulièrement. Quand l'un ou l'autre d'entre nous passe pour une mission, on les sollicite. Ça prend du temps. Mais ça prend du temps, je veux dire, c'est très gérable, si vous voulez. Ça ne nécessite pas d'armée mexicaine, je vous rassure, ce n'est pas du tout l'objectif. D'abord, parce que si j'avais proposé ça, je crois que ça n'aurait jamais été accepté. Donc, il faut trouver des moyens pour que les autres travaillent pour nous.
Donc ça coûte moins cher. C'est ce qu'on fait dans une association. Exactement. Pour animer une association, je vous assure, en tant que président, qu'il faut dépenser. C'est tous les jours qu'il faut être sur la brèche. Rien que pour ça. Et vous devez être peut-être tous les jours avec Montréal, et puis tous les jours avec etc. Quand vous aurez 25 000. Oui, mais encore une fois, les gens qu'on a avec nous sont des gens qui, d'abord, ont un métier, donc ils ne passent pas leur temps à faire ça, et puis ils sont efficaces eux-mêmes. Donc, ce qui est, là, vous avez tout à fait raison, c'est le démarrage du club. Le démarrage du club, ça nécessite un peu de temps, d'accompagnement, et donc on travaille avec chacun sur le programme d'animation, par exemple. Comment tu veux organiser ton club? Parce que là aussi, c'est très différent si on est au Japon ou si on est au Canada. Ce n'est pas transposable. Donc, c'est du temps, mais oui, c'est du temps au démarrage. Alors oui, on travaille beaucoup, ça c'est tout à fait exact, mais on n'a pas besoin d'être hyper structuré. Puis attention, on ne va pas avoir 200 correspondants. Hein. Moi, mon objectif que j'avais annoncé, c'était 15 à la fin de l'année. J'y serai pas. Je serai probablement à 8, peut-être 8. Bon, parce que c'est long, mais voilà, on sera peut-être à 15 l'année prochaine. Alors, Yves. Oui, Yves Robin pour le Conseil de développement. Moi, je m'interroge sur la toile. Comment on arrive sur Nantes, juste imagine comme ça? Est-ce que les gens vont arriver facilement sur la toile? Alors donc, c'est pour ça que vous avez parlé des réseaux et tout ça. Et puis moi, je vois qu'il y a des événements nantais qui, eux, finalement, ils font le bouche à oreille de la meilleure des façons. Je me rappelle 98 et la Coupe du Monde. Je vois au Royal Deluxe quand ils vont à Berlin. Je pense qu'en retour, on a dû avoir des Allemands qui sont venus, qui se sont arrêtés. Donc, par rapport au voyage à Nantes, moi, je pense que c'est vrai que les touristes, je crois que le voyage à Nantes, finalement, vous avez dit que c'était un des outils que vous mettiez sur votre site, là, mais je ne sais pas si j'ai pas eu l'impression que ça a aussi bien marché. Et après, donc, finalement, est-ce que c'est un outil de relations publiques? Et est-ce que vous avez collecté tout ce qui est de positif pour faire, pour que les gens qui vont aller là vont savoir tout ce qui se fait de positif sur la région, entre Airbus et puis tout le reste, quoi. Alors, en fait, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, c'est comment les gens arrivent sur le portail. Là, on n'est pas encore au bout. Tout à l'heure, dans une des questions, il y avait sous-jacent la notion d'achat des référencements, des mots-clés, etc. On n'est pas rentré là-dedans encore, parce qu'on a plutôt travaillé, je suis désolé, c'est un peu du jargon, mais sur ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire comment on fait pour que, de manière naturelle, les gens arrivent sur le portail. Là, on n'est pas encore au bout, c'est assez long. On démarre, on a un très gros objectif l'année prochaine d'amélioration de ce référencement pour que, effectivement, plus d'internautes viennent sur notre portail. Mais vous avez dit une autre chose. Et ça, il faut bien sentir que dans votre discours, en fait, c'est qu'est-ce que je peux mettre en avant pour valoriser mon territoire. En fait, l'internaute, je suis désolé, mais il s'en fiche. Parce que l'internaute, en fait, il a un besoin à lui. Et le travers que nous avons les uns et les autres, c'est de lui dire « je vais t'expliquer qui je suis ». Mais il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est « qu'est-ce que tu m'apportes à moi ?» Ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, notre travers, à nous, mais il n'y a pas que nous, c'est un peu général, c'est qu'on a un peu tendance à faire ce qu'on appelle un portail institutionnel. C'est-à-dire, je vais te montrer comme je suis beau. Oui, mais honnêtement, il s'en fout. Donc, c'est plutôt de dire « qu'est-ce qui, toi, t'intéresse ?» Et c'est ça que nous avons à faire là, et qu'on commence justement à travailler, c'est pour faire en sorte que notre portail soit moins institutionnel, mais plus au service de l'internaute. Et ça, c'est un gros boulot. Alors, il y a encore deux questions, on va les prendre tout de suite. Vous faites assez court dans les questions, si vous voulez, et tu fais assez court dans les réponses, parce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. Bon, Jean-Pierre Branchereau, Conseil de développement. On voit bien que Nantes, dans ce domaine-là, a une certaine hésitation. Il y a quelques années, c'était l'effet côte ouest. Ensuite, c'était l'arc atlantique, qui était bien une marque et non pas du tout une réalité géographique. Alors donc là, si je comprends bien, vous n'avez qu'un an d'existence. Vous avez le projet j'ai bien compris, d'organiser une veille internationale, non pas pour une ville,
Nantes, mais pour deux villes. Et dans Nantes, Just Imagine, je ne vois pas Nantes-Saint-Nazaire, Just Imagine, donc les Nazériens, ils ne trouvent peut-être pas trop leur compte. Mais ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'à l'échelle de deux villes, donc, on puisse définir une réelle politique et non pas une simple veille internationale? Par politique, j'entends la recherche des investisseurs. Alors, naturellement, ils sont en Chine, ça je suis d'accord, et ils sont bien dans la province du Shandong en particulier. Mais il y a le golfe Persique aussi. Est-ce qu'on recherche des marchés de consommation? Dans ce cas-là, c'est plutôt l'Amérique du Sud. Donc, est-ce que vous pensez que c'est la bonne échelle pour déterminer une vraie politique internationale définie par des cibles, par des objectifs, et non pas une simple veille internationale? Ok, on prend la deuxième question. Jean-Nicolas, donc Conseil de développement. On a parlé des étudiants, des 10% d'étudiants étrangers. Est-ce que ces étudiants étrangers, qui sont un flux finalement qui vient à Nantes, mais ils repartent dans leur pays, est-ce que c'est un flux qui est bien utilisé parce qu'ils peuvent très bien devenir des ambassadeurs de Nantes dans leur pays? J'ai rencontré l'autre jour deux élèves de l'école centrale, un espagnol et un mexicain, qui étaient très préoccupés par la recherche de stages en entreprise. Bon. Est-ce qu'un axe, par exemple, parce que votre rôle, vous n'avez pas les moyens de faire, mais vous avez des moyens d'être des facilitateurs entre les entreprises et puis éventuellement des écoles, vous voyez? Parce que si ces élèves rentrent chez eux en disant de Nantes, eh bien, on a trouvé des réseaux pour nous aider à trouver des stages. C'est un petit exemple. Vous voyez? Eh bien, est-ce que ça peut pas être un point positif qui resterait à l'actif de Nantes? Ok, alors voilà, deux questions, si tu veux. Je vais commencer par la deuxième, parce que c'est la plus facile. Alors, clairement, la population des étudiants étrangers, elle est une de nos cibles prioritaires. Et donc, nous sommes en train de développer un programme école par école. C'est beaucoup plus facile avec les grandes écoles qu'avec l'université. Parce qu'en fait, les grandes écoles sont depuis longtemps organisées avec un système d'alumni, d'anciens élèves. Et donc, la traçabilité, passez-moi cette expression des biens de grande conso, mais la traçabilité des étudiants étrangers étant passés par les grandes écoles, elle est assez facile à faire, alors que dans l'université, pas encore. Donc, je suis en train de sensibiliser l'université à la notion de s'organiser pour qu'ils aient un fichier actualisé de ces étudiants étrangers. Mais oui, clairement, les étudiants étrangers sont pour nous des vecteurs extrêmement importants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Eh bien, en fait, on monte un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de leurs professeurs, avec les étudiants sur place. Et puis, une fois qu'ils sont repartis, on les suit. Et ce sont des gens qui vont rentrer dans nos clubs de la diaspora nantaise. Donc ça, c'est clairement complètement identifié. Et donc, ce sont des gens qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Alors, l'autre question concernait Nantes-Saint-Nazaire et est-ce que c'est la bonne échelle? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que Saint-Nazaire s'y retrouve? Moi, je vais vous dire, quand on est loin, quand on parle avec même un Américain, faites l'expérience, il n'a absolument aucune idée de ce que c'est que la France s'il n'est jamais venu. Même s'il est venu d'ailleurs, souvent il n'en a pas d'idée. Bon. Donc, à un moment, on est obligé, en communication, on est obligé d'être réducteur. Et donc, on est obligé de faire émerger un certain nombre de signaux. Et je trouve, et je le dis d'autant plus facilement que la décision a été prise, je trouve que la décision du maire de Saint-Nazaire d'avoir fait accepter à l'ensemble de son agglomération le fait que la marque Saint-Nazaire passerait derrière le mot de Nantes à l'international, je trouve que c'est très courageux. Et moi, je peux vous dire, j'ai assisté à des réunions avec tous les maires de Saint-Nazaire, et où Joël Batteux a clairement expliqué ce que je suis en train de vous dire, en disant, mais attendez, d'abord, Saint-Nazaire, pour prononcer Saint-Nazaire à l'international, déjà que Nantes, on a du mal parce qu'on a une diphtongue, et qu'il y a plein de pays qui ne savent pas prononcer la diphtongue, alors Saint-Nazaire, c'est totalement imprononçable. Donc, c'est très malin d'avoir dit, on ne peut pas mettre en avant Saint-Nazaire en drapeau. Par contre, vous pourrez regarder dans notre portail, comme dans toutes nos communications,
le territoire de Saint-Nazaire est complètement mis en avant au même titre que le territoire de Nantes, parce qu'il y a une complémentarité réelle au niveau industriel, au niveau économique, enfin dans tous les domaines, il y a une vraie complémentarité. Donc nous ne parlons jamais, nous parlons toujours de Nantes comme étant le nom, mais nous ne parlons jamais d'une offre nantaise ou d'une offre nazérienne. Pour nous, c'est complètement mélangé. D'ailleurs, encore une fois, les entreprises à l'international, ce qui les intéresse, c'est le bassin de vie, comme on dit. Et le bassin de vie, c'est Nantes-Saint-Nazaire. Donc nous, on parle toujours de métropole de Nantes-Saint-Nazaire, et quand on fait la com, eh ben, on dit Nantes. Et donc les gens repèrent Nantes. Vous avez parlé de l'effet Côte-Ouest. En fait, ce qu'a fait l'effet Côte-Ouest, c'est que ça a positionné Nantes dans la France. Et c'est tellement vrai que les gens qui ne connaissent pas se disent Nantes, c'est au bord de la mer. Enfin, attendez, faites l'expérience autour de vous. Moi j'ai quand même beaucoup d'amis qui ne sont jamais venus à Nantes. Ils disent tu as de la chance, tous les week-ends, tu dois être au bord de la mer. Et si ça se trouve, dès qu'il fait beau, tu vas te baigner. Bon, c'est quand même pas aussi simple que ça. J'ai un jour, je discutais avec Charles Gauthier, qui est notre président, qui me dit, quand j'étais étudiant, j'y venais de Rennes, quand j'étais étudiant, j'expliquais que Rennes, c'était plus proche de la mer que Nantes. C'est vrai. Si on prend une carte, on regarde, il y a effectivement moins de kilomètres entre Rennes et la mer que Nantes et la mer. Sauf que pour un Français, Nantes, c'est au bord de la mer et Rennes, c'est au milieu des terres. Voilà. Donc, c'est l'effet Côte-Ouest. L'effet Côte-Ouest, ça a donné ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est en fait capitaliser sur l'effet Côte-Ouest et dire à l'international, Nantes, ça existe, et voilà ce que c'est. Gabriel. Oui, vous avez beaucoup parlé économie, culture, événements, vous n'avez pas parlé de sport. Est-ce que le sport, ça fait encore partie des éléments de la stratégie internationale ou pas? De notoriété. Et ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est pas sur l'effet Côte-Ouest, mais ça peut être sur l'effet Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que, je sais que c'est un gros mot, mais moi j'ai lu il y a une dizaine de jours dans un quotidien libanais, il s'appelle L'Orient le Jour, donc un quotidien français, un article sur Nantes. Alors ça parlait pas de la mâche ou du Muscadet, ça parlait de Notre-Dame-des-Landes. Et est-ce que ça montre pas qu'une image il faut du temps pour la construire, et Nantes s'est construit une image plutôt culturelle, moderne, etc. Et on se rend compte qu'elle peut se détruire très très vite, et qu'on peut passer très vite d'une image moderne à une image ringarde à cause d'un événement ou de tourbillons médiatiques qui vont très très vite. Et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Alors, le sport. Bien sûr que le sport, c'est un élément de notoriété extrêmement fort. Mais je vous ai parlé de l'offre. Moi, je ne maîtrise pas l'offre. Si je pouvais avoir une équipe de foot qui soit... on serait ravis. Après, c'est une question de choix. Je pense que là, ça me dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit... on a de l'argent à mettre quelque part. Où est-ce qu'il faut le mettre pour que ça donne de la notoriété? Je connais pas l'histoire. Je suis pas du tout un footeux, donc je connais pas l'histoire du Football Club de Nantes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je dis que je suis de Nantes à l'international, ça ressort un certain nombre de fois. Ah oui, le foot, tant mieux. Donc ça veut dire que ça existe encore. La réponse est oui. Le sport est aussi un élément très intéressant dans la promotion d'un territoire. Quand on n'en a pas ou quand on en a peu, on parle d'autre chose. Peut-être qu'un jour, notre équipe de foot peut-être fera des merveilles. J'en sais rien. Mais oui, la réponse est clairement, ça peut contribuer. Alors après, l'effet Notre-Dame-des-Landes. C'est intéressant parce qu'on en parlait ce matin avec un ami qui est un peu dans la partie. Il y a plusieurs choses. J'ai été frappé, moi, qu'à Pékin, les Chinois m'en ont pas parlé. Je pense que pour certains pays qui ne suivent pas, honnêtement, l'actualité française, dans beaucoup de pays, c'est pas passionnant. Enfin, ça ne passionne pas les foules. Donc, c'est un peu une chance dans un certain sens. En plus, il ne faut pas oublier qu'à l'international, quand on parle de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas le mot Nantes dedans. Donc, ça serait l'aéroport Nantes-Atlantique. Bon, je serais plus embêté. Mais Notre-Dame-des-Landes, il se trouve que ça parle plus des Landes que de Nantes. C'est une blague. Mais c'est quand même un peu vrai. Il y a des raccourcis en com qui nous protégeraient un petit peu. Je pense que dans le cas d'un quotidien libanais, c'est comme si vous regardiez c'est comme au Québec, d'ailleurs c'est pareil, ou chez les Belges. Forcément, c'est francophone, et donc forcément, l'actualité française est un peu plus en avant. Mais j'espère, alors là je croise les doigts, j'espère qu'effectivement,
ça ne nous handicapera pas. J'espère que ça ne nous handicapera pas. Alors, il y a encore 2 questions, puis j'en poserai une après. On va faire passer les gens qui sont dans la salle d'abord. Donc, Oui, une question sur l'organisation. Aujourd'hui, il y a sur le territoire dont vous parlez, Nantes-Saint-Nazaire, des entreprises qui exportent et qui ont des relations internationales, aussi bien des PME, des PMI que des grosses entreprises. Colle bien le micro, Michel, parce qu'on t'entend à peine. Je recommence ? Vas-y, non, c'est bon, mais vas-y. Il y a aussi à la Chambre de commerce et d'industrie, à ma connaissance, une équipe assez importante qui s'occupe des relations internationales. Il y en a certainement d'autres. Et donc ma question est, avez-vous vocation à fédérer toutes ces actions internationales, ou si ce n'est pas vous, y a-t-il une structure qui est destinée un jour à fédérer toutes ces actions internationales sur le territoire, de telle sorte qu'il y ait une organisation le plus proche possible de ce qui se fait en Allemagne ou dans les Länder. Il y a dans chaque Länder, il y a une organisation qui permet de promouvoir l'industrie allemande, et en plus derrière ils ont dans chaque ambassade des attachés économiques très importants. Alors je ne suis pas à la manœuvre dans l'organisation de l'État, donc malheureusement je ne peux pas faire ce que font les Allemands. Effectivement, je connais bien leur système pour avoir été patron d'une boîte allemande pendant 4 ans. Effectivement, c'est assez efficace. Nous, plus modestement, notre rôle, il est plutôt d'accompagner le WTC, par exemple, le World Trade Center, dans ses démarches, par exemple, de construction ou de constitution de clubs pays ici. Donc là, on est très impliqué dans cette démarche, ou bien au contraire dans la préparation de certaines de leurs missions ou de leurs manifestations type International Connecting Day. Là, on y est. Donc là, oui, avec eux, on est très proche. Avec la CCI internationale, dont le métier est plutôt de promouvoir les entreprises à l'international, là, je suis aussi très proche d'eux, dans la mesure où chaque fois que l'on réfléchit à des opérations qui emmènent les entreprises, c'est eux qui sont à la manœuvre. Moi, je les accompagne sur les volets qu'ils ne maîtrisent pas, mais l'accompagnement spécifique de l'entreprise, c'est eux. Donc nous, on est plus là pour essayer de voir comment on peut apporter de la valeur à ce qui existe déjà. Encore une fois, ce qu'on a fait à Montréal il y a 10 jours, c'est une mission de chefs d'entreprise nantais dans les nouvelles technologies, organisée en parallèle avec Atlampol et la Chambre de commerce internationale. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été là pour faire en sorte que ce soit vu dans la presse, mais surtout faire en sorte qu'il y ait une opération de réseautage au-delà des simples rendez-vous individuels. Donc on est là plus pour essayer d'apporter de la valeur au cas le cas, pour que, encore une fois, on soit plus gros. Et je crois qu'il faut vraiment... vous savez comment ça se passe à l'international. Quand on arrive tout seul dans un pays, on n'est rien. Quand on est 5, on est déjà plus fort. Quand on a une mission avec un chef de file qui vient rencontrer le ministre machin, etc., tout de suite, ça crédibilise. Or, c'est ça dont on a besoin à l'international, c'est d'être crédible. Question, oui. Oui, bonjour. Il me semble que vous avez oublié la Nantes fluviale. Quand vous avez décrit Nantes maritime, vous avez complètement oublié la Nantes fluviale, qui était aussi importante, sinon plus importante dans l'histoire de Nantes. Et en particulier parce qu'elle draine toutes les terres, de la France par la Loire. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, je ne suis pas un francophone exacerbé, mais il y a une chose que je ne comprends pas dans Just Imagine. Est-ce que vous pourriez me traduire ? Et troisièmement, ça me paraît totalement usé quand on sait que Dye dit Just Do It et qu'il y a une marque de papier toilette qui dit Just Swan, qui s'appelle Lotus. C'est-à-dire que vous avez juste besoin d'un papier pour vous torcher. Donc ça me paraît un petit peu embêtant. Et dernière chose, je voulais ajouter, c'est qu'il y a un grand Nantais qui s'appelle Jules Grandjean, que les Nantais connaissent peut-être plus, mais qui avait écrit, qui a fait un livre qui s'appelle Nantes-Naze, qui voulait une ville continue entre Nantes et Saint-Nazaire. Et deuxièmement, il voulait un canal de Bâle, c'était un grand imaginatif, de Nantes à Bâle. Ensuite, Nantes est au milieu, est le pôle de l'hémisphère de toutes les terres immergées. Ça, c'est important aussi, les gens ne le savent pas trop, mais on est au milieu de toutes les terres immergées. 80%, on est au pôle de toutes ces terres immergées. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Par contre, on a parlé de veille tout à l'heure, mais je n'ai pas entendu, vous, dans votre discours, parler de veille et d'intelligence. On a parlé de veille, mais la veille, elle ne semble pas mise en place. Elle est très importante dans ce genre de projet, je pense. Ok, merci. Alors, il y a plein de questions différentes.
D'abord, l'anglicisme. Je suis étonné parce que je m'attendais à ce que ça sorte beaucoup plus tôt. Donc, vous l'avez gardé pour la fin. Alors, soyons très directs. Que vous dire? Quand on fait de la com et que vous mettez 3 personnes autour de la table, vous allez avoir 3 opinions différentes. Et je l'ai fait pendant 25 ans, donc je connais bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait une signature? Encore une fois, ce n'est pas une marque. Quand on fait une signature, on essaye de faire en sorte qu'elle encapsule, comme on dit, le plus possible de sens. Et donc, il nous a paru intéressant de garder la notion d'imagination et de se dire, en fait, c'est très simple. Bon, première chose. Deuxièmement, on s'est dit, il faut que ce soit compréhensible, non seulement à l'international, mais aussi ici. Je ne vous raconte pas ce que l'agence nous a proposé comme type de signature, totalement incompréhensible par le Nantais moyen qui ne comprend pas forcément l'anglais, ou même d'ailleurs, moi qui suis quand même quasiment bilingue, je ne comprenais rien aux signatures qu'on me proposait. Parce que c'était une traduction de... bon. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Vous avez parfaitement raison. C'est sûrement pas la meilleure. D'ailleurs, une signature... Si, c'est la notion de simplicité. Le just, en anglais, veut dire vous n'avez qu'à. C'est juste. C'est très simple. Non, mais c'est la... Je vous propose qu'on fasse ce discours après parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. On a eu des grandes discussions jusqu'à avec Jean-Marc Ayrault. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, je pense, pour être tout à fait sincère, que nous ne sommes pas au bout. Et vous allez certainement un jour voir changer la signature parce qu'on n'est pas au bout. Et parce que c'est un démarrage, parce qu'il faut bien lancer et que je ne vous raconterai pas comment cette signature est arrivée, mais effectivement, elle n'est pas optimum. Maintenant, quand même, il faut qu'elle soit compréhensible, il faut qu'elle soit accessible par un maximum de gens, et il ne faut pas qu'elle soit dénaturée. Bon, voilà. Bon. Ah ben ça, je suis bien placé pour le savoir, ayant vécu moi-même en Asie pendant un certain nombre d'années. Donc je sais qu'il n'y a pas un anglais. Mais là, honnêtement, on va pas... merci, on va pas voilà, mais je suis à multiplier votre disposition pour qu'on en parle tous les deux. Voilà. Ok, alors moi je vais peut-être prendre la dernière question. Il y a quand même quelque chose qui me semble manquer dans l'articulation du dispositif. Donc j'ai compris que l'agence, elle était, en gros, son métier, c'était faire le buzz autour de Nantes. Hein. Je résume ça avec les mots d'aujourd'hui, pour que finalement, progressivement, on ait une certaine notoriété qui émerge, enfin qui soit plus forte qu'aujourd'hui, et évidemment en essayant d'y coller une image. Mais il me semble qu'il manque quelque chose pour articuler avec l'offre, parce que j'ai compris, tu ne fais pas l'offre, mais c'est pas indifférent de s'interroger sur les 10% d'étudiants étrangers qui sont à Nantes. C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qu'on accepte parce qu'ils posent leur candidature, ou est-ce que c'est des talents qu'on va chercher parce qu'ils nous intéressent dans les secteurs qui sont ceux de notre territoire? Et il me semble que là, alors je parle pour les étudiants, mais on pourrait parler pour des chercheurs, on pourrait parler pour des artistes, on pourrait parler évidemment pour les entreprises. Il me semble que il manque, je comprends que ce n'est pas la mission de l'agence, mais il manque quelque chose au niveau de la définition des talents qui nous intéressent. C'est lesquels? Parce qu'aujourd'hui, je le dis comme je le pense et pour l'avoir vérifié, les 10% d'étudiants qui viennent à Nantes, souvent, c'est des étudiants qui ont candidaté et puis on les a acceptés. Mais c'est peut-être pas ceux qui nous intéressent, ou c'est pas ceux qui seraient les plus intéressants. Ben, ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous faites pour les étrangers qui sont à Nantes?
Alors, on a parlé un petit peu des étudiants tout à l'heure, mais moi, je connais une entreprise à Nantes qui est... Alors, on pourrait parler d'Eurofins. Eurofins, c'est une pépite qui est née à Nantes, puisque c'est une technologie... moi, j'ai connu Eurofins dans la pépinière de la Géraudière. Ils ont toujours des locaux qui sont là, mais il y avait 2 personnes, Eurofins. Aujourd'hui, ça doit être à pas loin de 10 000 personnes dans le monde, et c'est le numéro 1 mondial de l'analyse agroalimentaire. Où est le siège d'Eurofins aujourd'hui? Au Luxembourg. Et pourquoi il est au Luxembourg? Parce que, évidemment, on n'a sans doute pas tous les atouts que peut avoir un territoire international par rapport à un besoin d'une entreprise. Monsieur Gilles Martin, qui est le PDG de l'entreprise, il a des filiales aux États-Unis, il en a au Japon, il en a en Chine, il en a un petit peu partout. Voilà, donc, et ma crainte, c'est qu'on a une autre pépite à Nantes, enfin, il y en a plein, hein, mais une pépite qui s'appelle Vivalis, qui, elle, est en train de développer une nouvelle technologie pour faire des vaccins. Vous savez pas, les vaccins, ça se fait avec des œufs. Et quand on fait un vaccin pour faire le H1N1, c'est des milliards d'œufs qu'il faut utiliser pour faire le vaccin. Et eux, ils ont développé une technologie à partir des cellules souches de canards. Et cette technologie intéresse énormément les grands groupes pharmaceutiques. Que dit le PDG de Vivalis? Il dit, moi, mes salariés, ce sont des docteurs, sont des gens qui ont un niveau, évidemment, au niveau de la recherche, puisqu'il est encore dans le processus qui va de la recherche à la production. Mais il dit, moi, j'ai de plus en plus de mal à attirer ces gens-là sur Nantes, parce qu'il n'y a pas d'école bilingue. Enfin, on résume, hein, c'est toujours un peu caricatural. Il n'y a pas de crèche bilingue, il n'y a pas d'école bilingue, il n'y a pas encore de lycée international. Celui qu'on nous promet ne sera pas vraiment un lycée international. Et donc qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est l'agence? Est-ce que quelqu'un s'en occupe? Ou est-ce qu'il n'y a personne? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour que les Nantais, finalement, s'internationalisent, quoi? C'est un peu la question qu'on avait dans notre préambule. Voilà, alors je pense qu'il faudrait qu'on reste 2 heures de plus, mais voilà. Et puis là, tu me donnes un bouquet final qu'il va falloir traiter. L'offre, c'est évident que nous essayons d'intervenir le plus possible comme alerte. L'histoire du lycée international, c'est une évidence. Et c'est une évidence dont même les responsables politiques, qu'ils soient de la ville ou de la région, en sont tout à fait conscients. Moi-même, qui ai été expatrié longtemps avec des enfants à l'étranger, je sais à quel point c'est important. C'est la première chose qu'on demande. Moi, la première fois, on m'a dit « vous allez partir à Jakarta », j'avais à ce moment-là 2 enfants. J'ai demandé « je vais les mettre où? Je vais les scolariser où ?» Bon, donc c'est vraiment un sujet que je connais bien. Maintenant, c'est pas moi qui ai les clés de la construction du lycée, mais c'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Donc, quand on voit qu'il y a un vrai déficit, on essaye d'intervenir pour que effectivement ce déficit se comble dans la vitesse raisonnable par rapport à ce que l'on peut faire. Donc ça c'est évident. La deuxième chose, c'est les étrangers qui sont à Nantes. Alors là, nous sommes très proches des associations d'étrangers, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'associations d'étrangers ici, et donc on les rencontre assez régulièrement. Je les connais presque tous. Et effectivement, c'est un bon retour qui nous. Moi, j'aime bien avoir les informations d'eux. Comment vous ressentez le territoire? Qu'est-ce qui manque à votre avis? Comment vous le décrivez? C'est ce qu'on demande aux étudiants étrangers d'ailleurs. On leur fait en général, quand on les voit pour la première fois, on leur fait remplir un questionnaire en leur demandant quelles étaient les images qu'ils avaient sur Nantes avant de venir et quelles sont les images qu'ils commencent à avoir maintenant. C'est très intéressant de voir les évolutions entre le avant et le après. Donc oui, clairement, notre rôle, il est d'identifier les manques et de faire en sorte que les acteurs, dans la mesure de leur possible, en prennent conscience. Parfois, ils ne savent pas, hein, ils ne s'en rendent pas compte. L'histoire du bureau de change, je vais vous dire que j'ai beaucoup bougé pour que s'il se passe quelque chose. Ça me paraissait tellement farfelu que... Bon. Quelqu'un qui ne parle pas français, qui est à la Cité des Congrès, qui doit aller à la gare et qui décide de prendre le bus ou le tram, il faut qu'il s'achète un billet.
allez donc essayer d'acheter un billet quand vous ne comprenez pas comment ça marche parce que vous ne lisez pas le français. Eh bien, faites l'essai, vous allez voir. Aujourd'hui, on a un panneau d'un côté, en anglais, comment il faut prendre le bus. De l'autre côté, 10 mètres, le guichet qui explique en français comment il faut tourner la manette. Impossible pour quelqu'un qui ne sait pas lire le français. Impossible. Ça, c'est des trucs idiots. Donc là-dessus, on est justement avec la TAN en train de dire comment on va faire pour, etc. etc. Donc, on peut aussi intervenir à notre niveau. Alors, après, tu as dit la notion de benchmark, comment on fait pour regarder ce que font les autres. Alors, c'est extrêmement important. Et encore une fois, je suis issu du marketing. Donc, c'est la première chose qui, moi, m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce que font les autres. Qu'est-ce que les autres font bien? Qu'est-ce que les autres font moins bien? Et est-ce que la stratégie, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, est-ce que la stratégie qu'on met en place est la bonne? Bah, je le saurai au moment où on aura des résultats. Ce que je pense simplement, c'est que pour connaître assez bien certains pays, en tout cas, je sais à peu près où on nous attend. Et je sais aussi, j'entends ce qu'on me dit des autres villes, de la ville de Lyon, par exemple, de Bordeaux, de Toulouse, de Lille, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit perçu comme différent. On a un certain nombre de pépites, on a un certain nombre de points d'excellence. Et moi, j'ai dit une fois à Jean-Marc Ayrault, il ne faut pas être modeste. Ça ne sert à rien d'être modeste. Il ne faut pas être arrogant, parce que alors ça, c'est notre défaut à nous, Français, donc il ne faut pas être arrogant. Mais quand on est bon, il faut le dire. Et il faut le dire, il faut le montrer. Il ne faut surtout pas avoir peur de nos succès. Quand on a des succès, eh ben, il faut les mettre en avant. Et ça, c'est notre rôle, c'est de faire en sorte d'identifier ces pépites, d'identifier ces succès, et puis d'en faire la promotion. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci à lui, et puis donc rendez-vous dans un an.